Donc, bonjour Lisa. Bonjour. Je suis contente de t'avoir aujourd'hui en épisode de podcast parce que, en fait, comment je vais introduire un petit peu comment on en est amené à discuter et à finalement décider de faire un épisode. Tout simplement parce que il y a 2, 3 semaines à peu près, quand tu as eu ton volumateur là comme un diadème, tu m'as envoyé des photos que les filles ont pu voir sur Instagram. Mhm. Et de fil en aiguille, de vocaux en vocaux, comme tu sais faire et comme je sais faire, je crois qu'on a discuté peut-être 4 heures à ce moment-là, je sais plus, mais je sais plus quand ça s'est arrêté, mais ça a commencé vers 18 heures, je crois que ça s'est arrêté vers 22, donc C'est enfin, ça. je sais plus bien. Et du coup, j'ai trouvé que ton histoire était très touchante et intéressante, et je me suis dit que, vu que moi, ça m'a touchée, ça pourrait peut-être toucher d'autres personnes. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'ai vu que toi, j'ai senti que ça t'avait fait peut-être du bien, en tout cas d'échanger sur le sujet, que tu aimais échanger sur le sujet. Et je me suis dit, pourquoi pas partager ton histoire avec nous aujourd'hui. Tout à fait. Du coup, on va commencer, comme je t'ai dit, on peut commencer par parler de à quel âge tu as découvert peut-être ton Mhm. alopécie? Est-ce que tu as été diagnostiquée? Enfin, comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là? Alors moi, du plus loin que je m'en souvienne, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu les cheveux très très fins. Et je dirais que même quand j'étais adolescente, ça me gênait un peu parce que toutes les filles avaient avoir de beaux cheveux. Mais j'avais quand même des cheveux longs et ça n'avait pas trop de conséquences sur ma vie de tous les jours. Et c'est plutôt, je dirais, vers la fin du collège, début du lycée, où là j'ai vraiment senti une grosse évolution, une perte de volume. Et puis de plus en plus, les cheveux étaient clairsemés sur le dessus. Alors après, bon, c'est peut-être lié aussi au départ de ma mère, puisque bon, elle a quitté mon père, elle est partie. On parle parfois de choc, comme quoi ça peut Ouais. causer des pertes de cheveux. Et puis, c'était vraiment, oui, ma période lycée qui était plus compliquée. Donc, pour gagner en volume, j'avais coupé mes cheveux. J'ai même essayé de les teindre en brune, enfin, de me teindre en brune, en En me plus, disant que, erreur fatale quand on est blonde, parce que je pense que ça se voit encore plus. Enfin, moi, je l'ai fait personnellement et c'est là que j'ai eu des c'est réflexions ça. sur mon crâne, hein. Ben oui, oui, oui. Moi, je pensais que le brun, ça allait moins se voir parce que le blanc, enfin, le blond, c'est très clair. Et puis finalement, on me disait que ça m'allait pas, que enfin, ça me durcissait Ouais. les traits. Oui, mais moi aussi, on me disait ça pareil. C'est ça. Et puis finalement, bon, j'ai laissé mes cheveux naturels. Et puis c'est quand je suis arrivée à l'université que là, j'ai vraiment pris conscience que c'était de pire en pire. Donc j'ai commencé à aller voir une dermato. J'ai pris des traitements, des compléments alimentaires. J'avais essayé Forcapil. Il y avait aussi des ampoules à mettre sur le cuir chevelu. J'ai découvert aussi donc le minoxidil, tout un tas de choses, mais j'ai pas vu du tout de différence. Tu l'as Et mis, puis minoxidil? T'en as mis? euh, j'en ai mis un peu, et puis après je trouvais que mon cuir chevelu était très gras. Oui, oui, en fait, ça fait terne, hein. Tu sais que je vois des femmes sur les réseaux qui disent non, non, il y a zéro différence. Donc, je pense que ça dépend vraiment des ressentis de chacune. Mais moi, chaque fois que Ouais. j'ai mis du minoxidil, mes cheveux, ils étaient plus propres derrière. Ils étaient ternes. Et c'était pas forcément huileux, mais Puis comme j'ai les cheveux très fins et plutôt gras en racines et tout, enfin je trouvais que j'aimais pas du tout. disons Et que ça puis rajoute au problème. Moi, je c'est trouve, ça. c'est que déjà, on a les cheveux clairsemés. Quand on se les lave, ils sont propres sur le coup, ils sont à peu près bien. Et le fait de mettre du minoxidil, excuse-moi, Mm. de mettre ce spray qui te les mouille et qui te fait voir ton crâne clairsemé et après les cheveux Ouais, ternes, enfin, c'est dur quoi. c'est ça. Donc bon, finalement j'ai presque tout arrêté. Et puis je crois que c'était un petit peu avant la période du Covid où là j'ai découvert donc les volumateurs capillaires sur Internet parce que bon j'avais un peu de temps à perdre et j'ai découvert comme un diadème. Et au début, je n'osais pas trop en parler, que ce soit à mon conjoint, à mon père, parce que j'avais peur que ce soit peut-être un peu mal perçu, qu'on me dise que j'étais jeune, de porter un complément capillaire qui ressemble, on va dire, un peu à une perruque, parce T'as que c'est pas quand même osé leur plus... en parler, ouais. Au Il début, te non. voyait pas ton conjoint regarder les vidéos et tout, tu faisais ça en secret, genre.
Oui, c'est ça. J'allais dans mon coin toute seule et puis je regardais les vidéos et tout ça, mais j'osais pas trop en fait. Au début, je trouvais que c'était un peu gênant parce que j'étais jeune et je me disais que j'étais peut-être trop jeune pour faire ça justement. Bah, je Et crois que puis, t'as pas bah, d'âge, hein. Enfin, honnêtement, bah, t'avais quel âge du coup? eh bien, je devais avoir entre, ouais, peut-être 23, 22, 23. Donc bon, il n'y a pas d'âge, mais c'était un petit peu gênant. C'est vrai que c'est jeune pour un premier passage au volumateur capillaire. Enfin, moi, pour te dire, j'y suis allée quand j'avais 30 ans. Mais honnêtement, à 23, 25 ans, c'est là que j'étais au top de ma souffrance psychologique. Donc, je pense que si j'avais vu sur YouTube autant de vidéos, autant de jeunes femmes y aller, peut-être que j'y serais allée aussitôt, en fait. Et que peut-être que Mm. ça m'aurait évité des années de complexe. Oui, je comprends tout à fait. Et puis, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler donc, dans un collège, j'ai eu beaucoup de remarques des élèves. Ah Donc, ouais? ouais, ouais, ouais. Beaucoup de t'es pas belle, t'es moche, tu Oh, vas finir chauve. oh là là! Oui, oui, Ils oui, sont comme ça? c'était Oh, violent. c'est affreux. C'est vrai Putain, que c'est ouais, ma première horrible. année de travail, j'étais toute jeune, toute, comment dire, toute timide, toute réservée. Ah non, mais Et ils ont ça pas m'apportait été. encore plus de complexe, en fait. Bah ouais, mais ça se fait. Ouais, c'est vraiment horrible, hein. J'ai jamais Alors, entendu. il y en a qui vont me demander si j'étais malade, si j'avais fait de la chimio, si j'avais un cancer. Ouais, bah ça, c'est dur. Enfin, moi, j'ai déjà eu des réflexions comme ça. Enfin, on m'a pas dit est-ce que tu as fait de la chimio? Mais un jour, j'ai un collègue qui me voit sur une vidéo et qui me fait oh, on dirait que tu as un cancer. Enfin, Ouais. ça m'a choquée. Mm, J'étais mm. normale, enfin, j'étais comme là, tu vois. Enfin, j'avais même plus de choc maintenant, mais c'est vrai que. Ouais, donc tu t'es pris des réflexions et là, tu te dis c'est plus possible, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis bah, finalement, j'ai profité donc de la vente de ma première voiture que j'ai plutôt bien vendue et donc de mon achat de mon nouveau véhicule pour mettre un peu d'argent donc dans un premier volumateur. D'accord. Et là, ça a été, ça t'a fait quoi? Et bah, c'était une révélation, une révélation. Je veux dire, j'avais beaucoup plus confiance en moi, je me trouvais plus belle, plus féminine aussi, parce que c'est qu'une une femme, les cheveux, c'est hyper important. Peu importe qu'on les ait courts, longs, mais d'avoir les cheveux qu'on a envie d'avoir, c'est hyper important. Et donc, ouais, alors, comme je dis, mon premier volumateur, je l'avais pris chez quelqu'un d'autre, parce que bon, à Pas l'époque, bien. Je rigole, c'est ça, c'est parce pas qu'au début, mal. alors, c'est vrai que bon, c'était Non, plutôt non, mais côté t'inquiète pas, je plaisante. argent Ouais, ouais. financier. Mais non, mais j'étais vraiment très contente de mon volumateur. Je prenais très très soin de mon volumateur. Et puis c'est vrai que quand j'en ai parlé donc à mon père et à mon conjoint, ils m'ont poussé à le faire. Ils m'ont dit bah oui, c'est une bonne idée, Ouais, au vas-y, final, fais-le. ils t'ont soutenu tous Ouais, les deux. c'est Et ça. ton conjoint, il t'avait déjà parlé de ton alopécie? Tu lui en avais déjà parlé? Alors oui, c'est vrai que depuis peut-être pas le tout début, mais on va dire au fur et à mesure de notre relation, il savait que mes cheveux, c'est ce qui me complexait le plus. Alors oui, j'ai aussi quelques rondeurs, mais je pense que pour moi, le pire, c'était mes cheveux. Donc il le savait et puis il me soutenait, mais il m'a jamais fait le moindre commentaire négatif ou quoi que ce Ouais. soit. Ouais, ouais. Et puis je me sentais à l'aise avec lui partout où j'allais. Je veux dire, j'avais pas l'impression d'avoir un problème capillaire quand il était à côté de moi. Et eux, comme bah, ton père et ton conjoint, quand t'es passé du coup à la prothèse capillaire, ils t'ont soutenu, mais ils n'ont pas eu un petit mouvement au tout début quand t'as montré les vidéos. Enfin, il n'y a pas eu un petit mouvement de recul ou de rejet, même de 5 minutes, genre. Non, ils ont Non, tout pas de du tout. suite, bah, comme Ouais, quoi. ils ont trouvé que c'était une super bonne idée. Et puis, même ma belle-mère, qui pourtant n'a pas de problème de cheveux, m'a dit ah, mais moi aussi, je vais en acheter un. Mais tu sais que moi, ma mère, elle en a voulu un, elle en a un, elle a pas d'alopécie, elle le met en vacances et tout, hein. Oui, Parce comme qu'après, quoi. quand ils te voient avec des beaux cheveux, ils se disent non, mais attends. Moi, j'ai C'est même une ça. copine qui me dit, mais moi, à force de voir tes réels, ça me donne presque envie d'en avoir un, alors que pareil, elle a pas d'alopécie, quoi. Ouais. D'accord. Mais oui, Non, c'était très, très bien passé. Et puis, j'avais même demandé à mon conjoint de m'aider à choisir donc, la couleur du volumateur. Donc, je pense que le fait de les faire participer aussi, Et c'était un blond comme ça, parce que tu m'avais raconté qu'au niveau de la couleur, tu revenais à ta oui, couleur. C'était un blond, c'était c'est un brun. ça. C'était un blond doré naturel, donc peut-être un petit peu plus foncé que les longueurs et beaucoup plus clair en racine. C'était vraiment uniforme. Et j'ai essayé de prendre ma couleur naturelle pour pas toucher à mes cheveux en dessous parce que
c'est vrai que je t'ai passé par décoloration permanente pour avoir du volume. J'avais tout fait. D'accord. Et du coup, ça, ouais, t'en as porté combien de temps après à ce moment-là? Enfin, Alors, mon premier volumateur capillaire, je l'ai porté pendant pratiquement 2 ans. d'accord. Et ça t'a, Ouais. voilà, ça t'a fait du bien, tu te sentais bien avec. Oui, franchement, comme je le dis, je peux facilement sortir de chez moi sans être maquillée et bien habillée. Tant que j'ai mes cheveux sur la tête, je me sens très bien. Moi, c'est marrant parce que quand je mets mon volumateur, faut toujours que je sois maquillée. Ah Parce que, ouais? ouais, je sais pas pourquoi. J'associe ça parce que si je mets mon volumateur sans être maquillée, c'est comme si je mettais une robe de soirée sans être maquillée. Genre, j'ai l'impression que ma tête gâche tout, tu vois. Genre, alors que c'est dans ma tête, hein, mais c'est vrai que et il faut absolument parce que faut que je presque c'est inconscient, mais que genre je lui rende honneur, genre parce que sinon c'est dommage dans ma tête, hein. Et Oui, bah, c'est vrai que c'est très glamour, c'est oui, très... voilà, c'est genre bah, elle est super glamour et pourquoi elle est dans ma tête à moi? Mais c'est pas Oui, bien, oui, il faut que je oui. déconstruise ce truc. D'accord. Et donc, ouais, du coup, là, avec ton mari et tout, lui, il te voit au quotidien avec ton volumateur et il est Ah content pour bah, oui, et puis dès que je rentrais à la maison, il me disait, mais vas-y, enlève-le, tu vas te sentir plus à l'aise. Donc, c'était vraiment... il n'y avait pas de tabou, pas de honte. Et puis, ben, mon conjoint est décédé, ouais. donc le 5 janvier 2022. Et c'est vrai que je dirais que l'année qui a suivi, bon, j'avais envie de rien, j'ai perdu beaucoup de poids, j'étais pas bien. Et je me reconnaissais plus avec mon volumateur. J'avais l'impression que Mais c'était en plus fait, moi. enfin, parce que tu m'as un peu raconté, donc je connais un petit peu l'histoire, mais il n'est pas décédé comme ça non plus du jour au lendemain, même si ça a été très rapide. Euh, Mhm. que- Quelques mois avant, quand tu as senti que ça commençait à pas aller, comment ça se passait pour toi dans ta tête à ce niveau-là? Genre, est-ce que tu avais encore envie de, quelque part, de t'embêter avec un volumateur ou est-ce qu'au contraire, ça faisait front, ça faisait partie de l'image que tu maintenais? Enfin, En fait, je savais qu'il était malade, mais je ne savais pas qu'il avait un cancer. d'accord. Et il m'a jamais dit que c'était un cancer. Pour lui, c'était juste au début un nodule au foie. Et après, c'était des nodules. Donc, c'était soit au niveau de la colonne vertébrale, ou il parlait des poumons. Et je pense que inconsciemment, je savais que c'était un cancer. J'ai retrouvé des mois après son décès des captures d'écran sur mon téléphone qui parlaient des différents stades du cancer. Mais lui, n'ayant jamais prononcé le mot cancer et il disait toujours nodule, je pense que inconsciemment, je voulais pas le voir. Mais tu penses que lui le savait au tout début quand parce que c'est vrai que les médecins ils utilisent plein de termes différents. Ils vont utiliser des mots en yome, des angiomes, enfin je te dis n'importe, enfin un Mm. angiome, je crois que c'est pas forcément un cancer, mais ils vont utiliser des mots nodules, ils vont utiliser des mots, je sais pas, kyste, mais tu Oui, crois c'était que ton mari, carcinome. ouais, bah en fait tout ce qui finit en home, Ouais. enfin, moi, je l'ai appris dans mes études parce que je faisais de la biologie, mais souvent, ça veut dire cancer. Mais c'est pas pour autant, enfin, par exemple, un angiome, ça peut être bénin au niveau du foie, ça peut être juste une boule qui évolue pas. Mais ça veut dire qu'il y a un amas de cellules qui est là et puis qui se multiplie. Et du coup, lui, ils ont utilisé directement ce terme carcinome, mais il a pas compris, enfin, il était dans le Je... déni, je pense. Non, 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 il n'était pas dans le déni. Je pense que lui, il le savait que c'était un cancer. Je pense qu'il savait très bien que c'était un carcinome donc, du foie. Et puis après, il y a eu d'autres examens et il voulait pas me les montrer. Alors que bon, il avait d'autres problèmes de santé depuis que je le connaissais. Et je commençais un petit peu à m'y connaître en tout ce qui était ordonnance, examen. Et puis finalement, bon, bah, j'ai insisté pour regarder. C'est là que j'ai compris qu'il y avait d'autres nodules. Et en fait, c'est pas des nodules, mais des. J'ai toujours du mal avec ce mot. Métastase, ouais. C'est ça, métastases. C'était donc des métastases qui avaient migré ensuite au niveau des poumons et puis au niveau de la colonne vertébrale. Donc, il avait eu plusieurs opérations du dos. Il m'avait dit que c'était parce qu'il était tombé d'un escabeau et que peut-être qu'il s'était fait mal et que fallait peut-être consolider la colonne vertébrale. Donc, il a eu des énormes vis. Mais en fait, c'est parce que donc, les métastases étaient en train d'attaquer les os.
Et je pense Ah, qu'il il cherchait voulait vraiment... te protéger, tu penses? Oui, oui, oui. Et je pense qu'il n'a rien dit à personne. Et je pense qu'il n'avait pas l'intention de le dire. Ouais, Ouais. jusqu'au bout, il voulait pas que tu le saches. Non, 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 parce que 15 jours avant son décès, il est tombé. Donc chez nous, c'était un mercredi matin, je m'en souviens parce que j'étais au travail. Et il a appelé mon père. Il a réussi à prendre sur lui. Donc il s'est fait hospitaliser pendant un peu plus d'une semaine. Et j'ai appris après, donc par son médecin, qu'il aurait pu revenir à la maison pour passer le week-end, mais que lui a refusé parce qu'il avait peur de refaire une crise devant moi et que je doive gérer ça. Et c'est à ce moment-là enfin, durant cette semaine-là, qu'il a appris qu'il était condamné. Ouais, donc avant, il lui avait pas présenté comme ça les médecins. Il avait pas de chimio ou de choses, enfin de Si, radiothérapie, de traitement. alors il avait des séances d'hypnothérapie. Encore une fois, je me dis que j'étais vraiment, oui, dans mon monde, dans ma bulle, parce que pour moi, c'était un traitement comme un autre. Je voyais pas ça comme étant un traitement contre le cancer. Ouais, parce Et qu'il ne l'a pas malheureusement, présenté comme ça en fait. non. Et pourtant, je l'ai accompagné, j'ai vu les médecins, mais est-ce qu'il a demandé aux médecins de ne jamais prononcer le mot cancer devant moi? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai jamais eu à affronter la réalité. Parce que les mots, c'est une réalité. Et t'es Et sûr que les médecins, ils en ont pas parlé? Parce qu'en fait, ce que j'essaie de savoir, c'est est-ce que c'est pas toi, inconsciemment, qui t'es un peu protégé de... Genre, des fois, c'est une nouvelle tellement violente que Mhm. peut-être qu'inconsciemment, on n'a pas envie de la comprendre, même s'ils le disent de manière plus ou moins claire. T'es sûr que, genre, devant toi, ils ont jamais dit, voilà, il y a un cancer, il va y avoir de la chimio ou de la radio ou de l'immunothérapie, et que peut-être... En fait, toi, tu penses plus que c'est ils se sont mis d'accord avant pour que toi, tu sois protégé de ce truc-là et que ou est-ce que c'est pas toi quelque part qui était pas prête à l'entendre et qui du coup a fait une sorte de protection. Enfin, je fais de la psychologie de comptoir, mais j'essaie d'expliquer ce que je veux dire. Oui, après, je pense que moi, bien sûr, je voulais pas le voir, même si c'était sous mes yeux. Et puis, c'est vrai que durant toute cette année-là, il a perdu 25 kilos. Il avait une sonde urinaire. Il marchait avec une canne, alors que lui, il était très fort, très, très musclé, très grand. Bon, il est tombé plusieurs fois. Je voyais la réalité sous mes yeux, mais je voulais pas forcément vraiment la regarder en face. Et d'un autre côté, je suis persuadée que jamais le mot cancer n'a été prononcé. Et quand mon conjoint a été hospitalisé, donc 15 jours avant son décès, le médecin lui a demandé plusieurs fois, est-ce que vous voulez qu'on prévienne votre compagne, pardon. Et il a toujours dit non, jamais. Ouais. Et ils lui ont même dit, est-ce que vous voulez qu'on appelle vos parents? Il était hors de question qu'on appelle qui que ce soit. Et je me souviens qu'une fois, je suis allée le voir donc à l'hôpital et il prenait beaucoup de morphine. Mm. Et il en avait besoin, donc je lui en avais apporté, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ouais. Et je me souviens qu'il était complètement shooté. Il n'était pas comme d'habitude. Je l'avais mis, je sais plus, peut-être des sucrètes sur son plateau. Il y en avait peut-être 3 sachets, il n'en voyait que 2. Mais à chaque phrase, il terminait sa phrase en disant mon amour. Mm. Donc, il était, ouais, je pense qu'il était pas très bien. Il fallait qu'il accuse le coup. Et quand il est rentré à la maison, il y a eu plusieurs jours où il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et vous en avez pas discuté à ce moment-là? Toi, tu lui as pas demandé. Tu pensais toujours que ça allait se résoudre et que c'était juste quelque part une mauvaise période physiquement pour lui, mais qu'il allait prendre le dessus? Bah, oui, après, quand il est rentré à la maison, il m'a dit laisse-moi le temps d'accuser le coup. Et puis, bon, moi, j'ai beaucoup pleuré pendant ces quelques jours. Il y avait quelque chose, mais on disait rien. C'était comme une sorte d'accord tacite où on dit rien et tout va bien se passer, mais il faut laisser le temps aux choses. Et puis, malheureusement, comme il devait encore se faire opérer du dos, parce qu'il a eu enfin, on appelle ça le syndrome de la queue de cheval, parce que à sa précédente opération, des nerfs avaient été compressés. Et donc, c'est pour ça qu'il avait des problèmes dans tout ce qui était au niveau du bassin.
Donc, il fallait qu'il se refasse opérer pour décompresser les nerfs et je me disais que ça irait mieux après. Ouais. Donc vous en avez pas rediscuté pendant toute cette période autour de Noël, en gros, vous passiez les fêtes et puis vous attendiez le mois de janvier l'opération. Sauf que lui, les médecins lui avaient dit qu'il en aurait pour peut-être quelques semaines, quelques mois. Tu sais ce qu'ils lui ont dit exactement? Alors, le médecin, je l'ai vu après, quand il s'est fait hospitaliser. Et ils m'ont dit qu'il avait été très fort, qu'il n'avait pas voulu poser de questions par rapport à son diagnostic. Et oui, le médecin avait été très, comment dire, elle avait dit qu'il avait été impressionné par son courage et par sa manière de s'exprimer. Il avait été très froid, très terre à terre. Ouais. Et son médecin lui donnait entre 6, 8 mois, 1 an maximum, mais pas aussi peu de temps. Ouais, parce qu'au final, après, il s'est passé quelques jours et il Il n'y a s'est passé pas... 15 jours. Ouais, c'est que le Noël s'est bien passé. Alors après, on appelle ça parfois le regain, j'imagine. Donc ça allait mieux. On était avec mon père, ma belle-mère. On s'est même dit, ah, ça, c'est une bonne chose. Et puis finalement, le jour de l'an, il était très fatigué. Très fatigué, il avait mal au dos. On a attendu juste minuit pour se souhaiter les vœux et puis après on est allé se coucher. Il s'est endormi très vite et la dernière phrase que je lui ai dit c'était bonne année mon amour et puis le matin c'était la catastrophe. Avant qu'il se lève, du coup, enfin... Il devait être 6 heures du matin, j'ai entendu un gros bruit, un boom. Donc je me suis réveillée en sursaut. J'ai vu que la lumière de la salle de bain était allumée, je l'ai appelé. Je me suis redressée, je ne l'ai pas trouvé, enfin, je ne l'ai pas vu autour de moi, je ne l'ai pas entendu. Et en fait, je l'ai vu couché par terre, donc au pied du lit. Je me suis précipitée et il ne pouvait ni parler ni bouger. Donc j'ai appelé tout de suite mon père, puis le 15. Euh, j'ai mis un oreiller sous sa tête, j'ai mis une couverture, puisque 15 jours avant, quand il avait fait sa crise, il avait froid. Mon père est arrivé, le SAMU aussi. Et je crois que j'ai tout de suite su que c'était la fin. Ouais, là, pour le coup, t'as compris instantanément. Oui, parce que pour moi, ça me paraissait tellement grave de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir bouger, d'être aussi faible, aussi vulnérable, que pour moi, je me suis dit, c'est fini. Enfin, je pensais peut-être pas que ça se passerait comme ça s'est passé, mais pour moi, oui, je voyais ça plutôt... Enfin, l'issue était dramatique. D'accord. J'ai juste réussi à communiquer avec lui. Je lui disais de cligner des yeux. Je lui disais une fois pour me dire oui, 2 fois pour dire non. C'est comme ça que j'ai su qu'il avait mal, qu'il me Ouais, demandait de faire le 15 et, et qu'il n'était pas bien. ouais. Ouais, donc il était quand même conscient à ce Oui, moment-là, en fait. mhm, Il pouvait pas parler, il pouvait pas s'exprimer, mais il comprenait, il avait conscience de ce qui se passait autour de lui. c'est ça. D'accord. Ouais. Donc bon, après, il Oui, a été emmené. ouais, il a été emmené à l'hôpital, en fait. Il n'est pas décédé sur place chez vous. Non, il a été emmené à l'hôpital. J'ai appelé donc sa sœur, sa famille. Euh, je suis restée à la maison au début. On m'a dit que c'était pas la peine de venir. Et puis j'ai appelé plusieurs fois l'hôpital parce que L'hôpital, ils t'ont forcément, dit que c'était pas la peine de venir? oui, ils m'ont dit pour l'instant de rester chez moi et que pour l'instant ça ne changerait. Et puis finalement, j'ai appelé plusieurs fois et l'hôpital m'a rappelé en me demandant de venir assez rapidement. D'accord. C'est là que j'ai compris. Ouais. Donc bon, mon père est venu me chercher avec ma belle-mère, on est arrivé à l'hôpital. Et ce qui était le plus impressionnant, c'est que on m'a pas emmené dans sa chambre, on m'a emmené dans une petite pièce avec un médecin et une infirmière, je crois. Et j'ai compris en fait qu'on allait m'annoncer quelque chose. Ouais. Donc on m'a pas annoncé son décès. On m'a demandé déjà qu'est-ce que je savais. Mais là, il n'était Donc pas décédé, il était décédé déjà ou non, il était dans une sorte Ouais, de coma. ouais.
Et puis, donc, oui, on m'a demandé ce que je savais. Donc, j'ai dit que je savais qu'il avait donc un nodule au foie et d'autres nodules. J'ai raconté donc tout son historique médical, puisque bon, il avait eu beaucoup de santé, enfin, problèmes de santé depuis presque une dizaine d'années. Et finalement, j'ai dit aussi oui, qu'il s'était fait opérer du dos. Et puis le médecin m'a dit, mais est-ce que vous saviez qu'il avait un cancer? Et donc là, j'ai dit non. Donc j'ai pas pleuré, pas une seule fois, du moment où il est tombé jusqu'à son décès, donc 5 jours après. D'accord. Il est décédé Et 5 jours après. oui, Ouais. Ouais, enfin, donc, il est tombé le 1er janvier à 6 heures du matin et il est décédé donc le 5 à 18h55. et eux, le jour où tu arrives là, ils te l'annoncent qu'il va décéder ou ils te disent rien, ils te disent que ça va peut-être s'arranger. Enfin, Alors non, ils m'ont fait comprendre qu'il était donc, oui, dans une sorte d'état végétatif, dans le coma, et qu'il n'y aurait pas de miracle, qu'il n'allait pas se réveiller, et qu'il n'y aurait plus de conscience comme j'ai pu avoir quelques heures auparavant. Donc je savais qu'en fait, maintenant, on m'a fait comprendre qu'on attendait juste la fin. et ils t'ont pas proposé à ce moment-là, tu sais, parfois les médecins, ils proposent, ils sont pas censés le faire, mais une aide à partir, quoi. Enfin, moi, je sais que mon grand-père, il a été dans une situation un peu comme ça. Alors, c'est peut-être pour les personnes plus âgées qui proposent ça, mais quand ils savent qu'il n'y a pas de d'issue, parfois ils peuvent aider avec les médicaments pour soulager aussi les souffrances. Je sais pas comment ça s'appelle parce que je pense que c'est assez courant au final dans les hôpitaux qui pratiquent ce genre de choses sans que ce soit vraiment qualifié d'euthanasie, mais sur une personne qui est complètement condamnée, ils accompagnent avec la morphine, avec tout Oui, ce... c'est ça. Ils t'ont Alors, pas il y a eu, proposé... il y a eu beaucoup de morphine de Ouais, données. Et comme il prenait déjà beaucoup, beaucoup de morphine quotidiennement, il a fallu attendre, je dirais, au moins 2 jours pour trouver un dosage qui était assez élevé pour commencer à ce que ça agisse sur lui. ouais. Et je le sentais, alors certes, il n'était pas conscient, mais je sentais au début, donc les premières 48 heures, qu'il était pas bien. Je le sentais en souffrance. Et c'était, c'était pas agréable, mais je venais tous les jours. Sa mère et sa sœur sont venues donc le soir même d'une autre région après plusieurs heures de route. Euh, 2 jours après, donc il y a eu donc d'autres membres de sa famille qui sont venus. Et donc la seule chose que moi je voulais, on m'avait proposé donc de passer les nuits avec lui, mais je sais que c'était quelqu'un de très pudique. Et son médecin m'avait dit que comme c'était quelqu'un de très pudique, de très réservé, que peut-être qu'il préférerait partir dans, dans la solitude tout seul. Ouais. Donc, je disais à tout le monde que oui, on pouvait aller le voir pendant les journées, mais je voulais lui laisser les nuits Ouais. pour qu'il puisse partir s'il le souhaitait. Et Et puis finalement, donc, bon, il est parti alors qu'on était là. d'accord. Et toi, comment tu vis toute cette période? Enfin, c'est une question con, mais pardon de toutes les questions cons que je vais poser, mais ça Il n'y a doit pas être... de question bête. Et c'est ce que je dis. Euh, je pense que le plus important, c'est de parler de ça et même des personnes qui sont parties parce que ça continue à les faire vivre. Et moi, j'ai besoin d'en parler et je trouve ça important. Donc, comment je vais? Je dirais que la première année, j'étais pas bien du tout. Et puis bon, j'ai eu beaucoup de problèmes avec sa famille. C'est très compliqué parce qu'on n'était pas mariés, parce que légalement parlant, j'étais rien du tout. J'étais pas héritière, j'étais juste la compagne. Et Ouais, c'est un rôle qui est pas très facile à vivre. Donc la première année, oui, j'ai perdu 25 kilos. J'avais plus goût à rien. Même le goût des aliments en bouche n'avait plus de goût. Je dirais pas que j'avais des idées suicidaires, mais j'étais un peu morbide. ouais. Et T'avais envie puis, de le rejoindre un petit peu, quoi. un peu, un peu, mais sans vraiment penser à le faire. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé, alors après, bon, on y croit ou on n'y croit pas, c'est que j'ai eu le sentiment, l'impression, et d'ailleurs je l'ai toujours, d'avoir des signes de sa part.
Alors, ça a commencé avec Francis Cabrel. Eric aimait beaucoup les chansons de Francis Cabrel. Et donc, la première fois que j'ai démarré ma voiture, un peu après son décès, mon père me dit, faut la faire démarrer. Donc, je la fais démarrer et là, la première chanson que j'entends, c'était Francis Cabrel, L'Aube revenant, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, ma belle-sœur était juste à côté, je l'ai appelée pour qu'elle entende. J'étais au téléphone avec mon père et donc je lui dis, mais écoute, écoute. Et ça a commencé comme ça. Il y a eu beaucoup de chansons de Francis Cabrel ensuite qui m'ont suivi, que ce soit dans la voiture, au supermarché, euh, n'importe où en fait. Ça a commencé donc oui avec ça surtout. J'ai eu beaucoup le chiffre 5 aussi, qui je me suis rendu compte qu'il me suivait partout. Déjà avec Eric, on s'est mis ensemble, on va dire de manière officielle, parce qu'il y a eu une petite séparation au début de notre relation. Un 5 novembre, il est décédé le 5 janvier. Et maintenant, partout où je vais, il y a des 5. Je vais aux impôts, on me demande d'aller donc dans le bureau, admettons 3 ou 4. L'ordinateur ne marche pas, on me dit bah, on va plutôt aller dans le numéro 5. La semaine dernière, je vais faire une prise de sang. J'arrive, on me demande d'aller dans le box numéro 5. Je vais au restaurant, ça va être la table 5, 55, 105. La maison où on habitait, donc c'était le lieu-dit La Chevalerie. Et quand ils ont décidé de mettre les numéros, ils ont mis le numéro 5. Donc c'est plein de petites choses comme ça. Et c'est un truc qui vous suit et que tu observes maintenant dans ton quotidien. C'est ça. Et puis donc oui, Francis Cabrel partout, où il y a aussi la chanson de Laurent Voulzy, Les Nuits sans Kim Wilde. Mm. Quand elle passait à la radio, il avait toujours un petit commentaire. Et quand elle passe, c'est pareil, donc je pense forcément à lui. Et ce qui est assez étonnant, c'est que 5 mois après son décès, donc c'était au mois de juin, je crois, donc le 5 à Deauville, donc une ville où on adorait aller tous les deux, Francis Cabrel est passé en concert. Donc pour moi, j'y ai vu un énorme signe, forcément. Et donc j'ai acheté une place de concert et donc j'y suis allée. Et oui, je pense que c'est ce qui m'a aidée parce que je me sentais seule, mais accompagnée. Ouais. Tu C'est sentais comme sa si... présence en fait dans des signes. Tu m'avais raconté un truc avec l'autoradio aussi où tu avais vu Oui, le tout à prénom. fait, C'est ce qui c'est m'a le ça. plus marqué dans ce que tu m'as raconté parce que bah, c'est vrai que Francis Cabrel, on l'entend souvent à la radio, donc, mais c'est vrai que quand tu m'avais raconté, enfin, raconte cette histoire parce qu'elle est incroyable. Oui, alors c'est vrai que ça m'est arrivé 3 fois. J'étais au volant de ma voiture pour rentrer du travail ou aller au travail. Et là où le nom de la station s'affiche, donc je sais pas moi, Nostalgie Chérie FM, c'était écrit le prénom Eric. Ah ouais. Donc la première fois, Ah, mais moi j'aurais fait un arrêt cardiaque. la première fois que je l'ai dit, mon père m'a pas cru. Il m'a dit Ouais, c'est des t'as dû mal pigeons. voir ou c'est parce que le chanteur s'appelait Eric ou quoi que ce soit, alors que Ouais. pas du tout. Et les 2 fois d'après, j'ai eu le temps de prendre mon téléphone. Alors je sais, c'est pas bien, pas de téléphone en voiture. Non, mais Et, là, il faut. et là, j'ai pris une photo parce que c'était énorme. Et Et il y a genre, eu sur aussi la une photo, fois. tu vois bien marqué clairement Eric. C'est Oui, oui, oui. incroyable. On voit bien que c'est écrit Eric. C'est J'ai incroyable. ça. Euh, L'été aussi qui a suivi, donc je suis tombée dans les graviers. Et sur ma main, il y avait la cicatrice formée la lettre E. Putain, c'est... Et je me suis rendu compte aussi que la 5e lettre de l'alphabet, donc le chiffre 5, c'est la lettre E. Ouais. Il y a plein Ouais, de choses comme c'est... Et toi, ça t'a permis aussi de surmonter quelque part. Déjà, est-ce que tu as la sensation... C'était il y a 2 ans, c'est ça? maintenant, ouais, 2 heures et demie, 2 ans et demi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as surmonté ce deuil ou est-ce que tu penses qu'on le surmonte jamais complètement? Enfin, est-ce que tu as l'impression que ça va mieux? Enfin, j'imagine que la première année était très très compliquée. Comment tu Euh, as réussi à sortir la tête de l'eau à ce moment-là, en fait? je dirais qu'il y a eu plusieurs étapes et pour moi, le deuil n'est pas fini et je pense qu'il ne s'arrêtera jamais. Déjà, peut-être à peu près un mois après son décès, donc au mois de février, donc pour mon anniversaire, la seule chose que je voulais, c'était me faire tatouer donc son prénom et quelque chose. Donc sur le bras, j'ai un tatouage avec son prénom, donc c'était
23 février, donc 2 et 3, 5. Il y avait encore une chanson de Cabrel à la radio en allant au salon de tatouage. Ah, c'est incroyable, ouais. Ouais. Du coup, tu t'es fait Et tatouer la tête de Francis Cabrel sur le bras. non, non, non. C'est une tête de mort avec Ouais, des roses, ouais. une jonquille et son prénom. Mm. Et, et puis donc oui, au mois de février, entre le tatouage et j'ai commencé à écrire notre histoire. Ouais. Je pense que c'était aussi une manière de revivre tout ce qu'on a vécu et de le garder avec moi. J'avais peur déjà d'oublier parce que c'est vrai que j'avais des grosses pertes de mémoire. J'étais comme une sorte d'ombre en fait. Je me sentais plus du tout vivante et plus en vie. Et tu Et j'ai- travaillais pendant cette période? Enfin, comment on fait concrètement pour aller travailler quand on vient de perdre un proche? Parce que, je sais pas, t'as- comment t'as fait, quoi? T'as dû aller travailler? j'ai pris un arrêt. Au début, mon médecin me donnait un arrêt de 15 jours. J'ai pris un arrêt d'un mois. Et j'ai repris pour une journée de travail et ensuite il y a eu les vacances scolaires. Donc, on va dire, j'ai eu pratiquement 2 mois et demi Ouais. d'arrêt. Et je le regrette un peu aujourd'hui parce que je me dis que le fait d'être dans une période où ça ne va pas, avec en plus tous les soucis qu'il y avait à côté, donc bon, trouver l'argent pour les pompes funèbres, les papiers, le fait d'être dans cette urgence de faire tout ce qu'il y a à faire, je ne prenais pas du tout de temps pour souffler en fait. Et je pense que quand j'ai repris le travail, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais entourée de beaucoup de personnes. Travaillant dans un collège, j'avais forcément bon, les collègues, les professeurs et puis surtout les enfants. Parce que là, Et personne t'a aidé dans les démarches, personne. euh, euh, pas vraiment. On va dire, bon, il y avait mon père qui était là, mais ma belle famille qui était censée m'aider n'a pas ouais. forcément été très présente. Et il fallait que je trouve l'argent donc pour payer, oui, les pompes funèbres, pour m'occuper de tout ce qu'il y avait à faire. Et c'était pas facile du tout. Et j'ai réussi donc à régler tout ce qu'il y avait à régler. Je pense que j'avais cette chose en moi qui me disait qu'il fallait pas que je baisse les bras et que je laisse tomber tant que j'avais pas fini de régler tout ce qu'il y avait à régler. Et toi, t'aurais préféré travailler dans cette période pour te changer plus les idées et pas rester dans cette spirale du deuil, de la mort, de Oui, toutes les démarches administratives et compagnie. c'est ça. Ça t'a fait du bien de retravailler au final. Oui, ça m'a fait du bien. Et d'un autre côté, après, bon, comme je vous dis, il y avait les histoires avec la belle famille. Donc, entre les messages que je recevais, parfois des coups de fil, le travail était comme une sorte de soupape où je pouvais décompresser, penser à autre chose. Et alors, bien sûr, je ne pensais pas à autre chose. J'ai fait des choses que je n'aurais peut-être pas forcément dû. J'avais des écouteurs en permanence sous mes cheveux. Et pendant les temps parfois de récréation ou de moments où j'étais libre, j'écoutais du Francis Cabrel en boucle. Bon, Donc, ça va, c'est pas. Et alors, est-ce que tu as eu des réflexions d'amis, de proches, de collègues hyper indélicates qu'est-ce qu'il faut pas dire à une personne qui traverse ce que tu as traversé en fait? Qu'est-ce qu'il euh, faut éviter genre, mais ça va aller, dans un an, ça ira mieux. Enfin, qu'est-ce qu'il faut éviter de te dire alors, il y a eu Si j'en ai pas des... sorti d'ici là, depuis 1 heure, n'hésite pas à me le dire parce que. Non, non, non. Maintenant, je les prends beaucoup, beaucoup mieux, donc ces phrases-là. Mais c'est vrai qu'au tout début, je dirais que ça dépend des gens. Mais en tout cas, pour moi, la première année, surtout, quand on me disait ça va aller, la vie continue. En fait, La non, vie continue, bah euh, non, ouais, non. La vie la continue. vie, euh, la vie continue, La vie certes, mais continue. Les gens ouais, te disent ça quand tu viens de perdre ton mari, la vie c'est continue. ça. Ouais, on m'a dit la vie continue. Alors, je me suis dit oui, peut-être pour les autres, mais pour moi, ma vie à moi, c'est comme si Ouais. c'était arrêté net. On m'a dit aussi que j'avais pas le monopole du deuil et de la tristesse. Non, mais cette personne, faut juste la jarter de ta vie. C'était une Enfin, autre personne. oui, oui, oui. Mais là, cette personne, en l'occurrence, t'as pas le monopole du deuil et de la tristesse. Mais quelle horreur. Ouais. Oui, oui, Non, parce mais que là, il y quand a j'ai des repris le gens qui ont une... travail, Ouais. je m'habillais pas forcément bien. On va dire, j'étais très, très basique, très sommaire. Je prenais le premier jean, le premier t-shirt Et là, et je me maquillais Alors, plus. désolée d'avoir des questions complètement à la con, mais du coup, tu remettais ton volumateur ou au contraire, justement, tu étais dans une sorte de genre, là, je m'en fous, mon alopécie, tout ça, ça passe après. Enfin,
Non, en fait, j'ai remis mon volumateur et je le mettais tous les jours et tout le temps. Et comme je dis, donc quand Eric est tombé, donc à 6 heures du matin, j'avais pas mon volumateur. Et c'est comme si, en fait, la dernière fois qu'il m'avait vu, c'était au naturel. Et je crois qu'une part de moi ne voulait pas que les autres me voient comme lui avait pu me voir. Ouais, Et je voulais garder cette part-là pour lui, en fait. C'est un peu... Enfin, c'est comme ça que je l'analyse. ouais, d'accord. Ouais. Et puis, donc, oui, j'étais pas forcément coquette, mais je mettais au moins mes cheveux et j'allais au travail et j'essayais de sourire, de dire que tout allait bien. Et quand on me Donner le demandait comment change en ça fait. va, Ouais, oui. Et quand on me demandait comment ça va, je répondais toujours, et toi? ouais, tu disais quoi? Je, Non, ça va pas. Non, je disais ni oui ni non, j'essayais d'éluder la question, de passer à autre Mais chose. les gens le savaient ce qui t'était arrivé. Est-ce qu'il y en a pas parfois qui essayent d'aller un peu au-delà de cette barrière et de te dire, voilà, si tu as besoin de soutien, enfin, je sais pas comment on peut réagir parce qu'en plus, parfois, les gens, on les connaît pas très bien, donc c'est délicat de leur proposer de les aider alors qu'en fait, on peut rien leur apporter. Mais j'imagine que pourrait faire du bien d'avoir quelqu'un qui dit, voilà, je sais que ce que tu traverses en ce moment, ça doit être très compliqué. N'hésite pas si tu as besoin de soutien ou, Après, j'ai été entourée, mais je pense que je le voyais pas. Et je pense que dans cette période-là, même les gens qui nous tendent une main, on sait qu'ils le font, mais peut-être qu'on n'en veut pas spécialement. ouais, personne peut t'aider en fait. Ouais, je pense que la seule personne qui peut nous aider, c'est nous-mêmes. Et tant qu'on n'est pas passé par certaines étapes, c'est compliqué. Mais après, oui, j'ai eu des collègues, des amis, des personnes qui étaient très présentes pour moi. Et puis, j'étais omnibulée par l'écriture. C'était écrire notre histoire à tout prix. Donc, dès que j'avais une pause ou dès que j'étais à la maison, c'était écrire, écrire, écrire. Et puis, donc, c'était ouais, la première année, je dirais que c'était la tristesse, mais sans le montrer, le fait d'être un peu vide à l'intérieur, de rien ressentir du tout et de rester bloqué sur tout ce qu'on a vécu, l'écrire, ne pas l'oublier. Et puis après, donc, la deuxième année à peu près, donc, j'arrive au mois de janvier, ça fait 1 an qu'il est décédé, et j'avais des troubles du sommeil. Je pense que j'avais peur de faire des cauchemars, je voulais pas montrer que ça allait pas. Et j'avais du mal à m'endormir, je me réveillais plusieurs fois la nuit, je me réveillais bien avant mon réveil. J'arrivais au travail très très tôt, mais j'étais complètement rincée, fatiguée, j'avais pas d'énergie. Je rigolais pour un rien, je disais à tout le monde que tout allait très bien. Et puis, en fait, pas du tout. Mais, mais j'en ai besoin. Et je pense que quand la période compliquée est passée, eh ben, j'ai eu besoin de décompresser. De me dire, bon, ça y est, j'ai vécu la première année, c'est le plus difficile, finalement, tout s'est bien passé. Et tu t'es pas fait aider par un psychologue ou même, je sais pas, par tes antidépresseurs, et genre, t'as affronté ça comme ça, t'as pas cherché à être accompagné même par un médecin. Ça Alors, doit à être hyper l'hôpital, dur ils d'être ont... triste tout le temps, H24. Enfin, Alors, j'essayais déjà de ne pas montrer que j'étais triste. non, mais même pour Et toi, je veux dire, pour toi, vivre hmm, comme ça pendant des mois, t'as pas eu envie de, je sais pas, d'antidépresseurs ou ce genre de choses? à l'hôpital, ils nous ont proposé des cachets. Donc, le soir de son décès, je n'ai pas pris. La seule personne qu'on a pris, c'est mon père, parce que bon, c'était son meilleur ami aussi. Et donc, dans les mois qui ont suivi, j'ai rien pris du tout. Vraiment rien. Par contre, j'ai commencé à avoir, oui, une psychologue. C'était donc au mois de juin, donc quelques mois après son décès. C'est quelqu'un de mon entourage qui compte beaucoup pour moi, qui me l'a conseillé. Au début, je n'étais pas prête du tout. Je me disais que j'allais très bien et que je pouvais le faire toute seule. Et finalement, j'y suis allée. La première séance s'est très bien passée et j'ai continué à la voir. Et je la vois toujours aujourd'hui parce que ça m'apporte quelque chose, pas forcément que pour mon deuil, mais pour ma vie de tous les jours, d'avoir Ouais. quelqu'un à qui parler et qui va pas juger, qui va être là dans l'écoute et la bienveillance. Donc, j'avais besoin, oui, juste de beaucoup parler, mais pas forcément de parler aux gens qui m'entourent, parce que forcément, on me voyait comme une petite chose fragile et je voulais pas qu'on me voie comme quelqu'un qui était en sucre. Ouais. Donc, je voulais pas avoir de pitié ou de gens autour de moi qui me disent fais attention, fais pas ci, fais pas ça. Et puis donc oui, la deuxième année,
je crois que j'ai cherché à fuir. J'ai fait cette analyse il n'y a pas très longtemps, en fait. Je, J'arrivais au niveau de l'écriture au moment où j'arrivais à son décès. Et parce que j'ai écrit pratiquement 8 ans en une année. Et donc j'arrivais à son décès à peu près. Je ne voulais pas l'écrire. Je ne voulais pas Ouais. le mettre noir sur blanc, le verbaliser. Et puis je me suis dit, en fait, on n'a qu'une vie, je suis vivante et je compte bien en profiter. Donc j'ai commencé à sortir, à aller à droite, à gauche, à boire aussi, alors que je ne buvais pas. Et j'ai déménagé aussi au mois d'avril, l'année d'après. J'ai trouvé une maison pas très loin de mon travail. J'ai vraiment fait les choses pour moi et non plus pour les autres. Et puis bon, j'ai un peu dépensé l'argent à tort et à travers. Je pense qu'on se dit qu'on n'a qu'une vie et que c'est pas grave si aujourd'hui je suis dans le rouge parce que demain je serai peut-être plus là. Et oui, oui, c'était comme une sorte de tourbillon. Ouais. Ouais. On cherche à fuir tout ce qui est négatif, la tristesse, la solitude, la peine, la colère aussi. Et puis j'en voulais beaucoup, beaucoup à sa famille parce que mon beau-père, donc le père d'Éric, est décédé pratiquement 2 mois après. Et ma belle-mère était partie avec l'urne de mon conjoint, parce que son père n'avait pas pu venir aux obsèques. Et on m'avait promis que l'urne me reviendrait. Et en fait, je ne la reverrai jamais. Ouais, ça, tu me l'avais raconté, c'est hyper choquant en fait. Elle t'a carrément volé l'urne. Elle la voulait pour elle, quoi. Alors qu'elle t'a dit qu'elle te la rendrait. Ou que vous alliez Alors, pas la disperser ensemble. Enfin, je sais qu'on n'est pas censé faire ça, mais ouais. Euh, Ma belle-sœur m'avait dit qu'elle me ramènerait les cendres, puisqu'elle était censée revenir peu de temps après pour m'aider pour les papiers, pour la vente de certaines choses. Enfin, finalement, bon, elle n'est pas revenue 2 mois après, elle est revenue presque un an et demi après, et ça s'est très mal passé. Forcément, elle ne m'a pas Mais ramené les avant que cendres. ton mari décède, tu t'entendais bien avec ta belle famille? Enfin, enfin, t'arrives à expliquer pourquoi d'un seul coup ils se comportent comme ça avec toi? Ou est-ce que déjà avant, il n'y avait pas des relations, enfin, vous étiez pas proches et du coup ça n'a rien changé, mais juste ça les a révélés en fait. Je dirais qu'avec mes beaux-parents, bon, c'était pas toujours facile, mais on a vécu pratiquement 6 ans et demi ensemble dans la même maison parce que eux aussi avaient des problèmes de santé, donc Ouais, mais on donc vivait. t'as un peu de leur famille aussi. Comment ils ont pu, enfin, quand tu vis 6 ans avec quelqu'un, Ouais, après, je pense que ma belle-mère, bon, elle avait perdu son fils, son mari juste après, donc je pense qu'elle était pas du tout. Je pense pas qu'elle a cherché à me faire du mal, mais elle laissait sa fille, on va dire, gérer tout ce qu'il y avait à gérer. Et avec ma belle-sœur, ça n'a pas toujours été facile. Je pense qu'il y avait une sorte de jalousie, de rivalité. ouais. Et puis, je pense que quand il y a des décès, des drames, il y a toujours des histoires, même s'il n'y a pas d'argent, même s'il n'y a pas Et t'as jamais eu d'héritage. envie, là maintenant, de le demander à ta belle-mère de récupérer cette urne? Eh bien, l'année dernière, je lui avais envoyé des messages, donc ça devait être au mois de septembre-octobre. J'ai même pris rendez-vous avec un avocat et on m'a dit que ce serait long, que ça risquait de me coûter de l'argent, que puisqu'officiellement je n'étais pas héritière, ça pouvait être à double tranchant aussi. Parce que d'un côté, je ne suis pas héritière, mais d'un autre côté, c'est moi qui ai récupéré l'urne et qui ai signé les papiers. Et donc, l'urne est censée être sous ma responsabilité. Et puis, il y a aussi un texte de loi qui a été trouvé par une très gentille personne des pompes funèbres qui m'a dit que, il y avait eu un autre cas assez similaire où ils n'étaient pas mariés, mais puisqu'ils avaient vécu très longtemps ensemble, la personne qui restait avait réussi à récupérer l'urne en prouvant que, puisque c'était la personne qui avait vécu le plus de temps avec cette Ouais. personne, qui pouvait s'en occuper. Et puis bon, j'ai envoyé des messages à ma belle-mère, mais elle me répondait toujours qu'elle ne voulait pas séparer le père et le fils, que si j'aimais vraiment Eric, qu'il fallait que je le comprenne, et que après elle parlait d'autre chose. Elle passait à autre chose et voilà. Ouais, c'est hyper compliqué parce que moi je comprends que tu le ressentes de manière très violente. C'était ton conjoint, vous étiez pas mariés, mais c'est comme ton mari, c'est la personne avec qui tu décides de faire ta vie et elle, c'est son fils. Donc c'est sûr qu'un enfant, voilà, mais
en tant que mère, elle devrait aussi respecter que tu puisses avoir envie de garder cette urne, enfin, ou qui est au moins la discussion autour de ça. Peut-être que tu l'aurais pas vécu pareil si elle t'avait dit, écoute, les premiers temps, j'ai envie vraiment de la garder. Enfin, je sais pas, je sais pas comment ça peut se résoudre ce genre de choses parce que, mais c'est pas correct en tout cas de sa part d'agir de cette manière. Enfin, ça vous fait mal à toutes les deux en fait. C'est triste. Mais après, je dirais qu'elle, de son côté, dès le début, elle m'a fait comprendre que oui, qu'elle voulait repartir donc, dans la région d'où elle venait avec l'urne pour la montrer donc à son mari qui, à l'époque, était encore vivant. Moi, je pensais que c'était une mauvaise idée, qu'il risquait, lui qui était très malade aussi, peut-être d'en mourir, ce qui n'a pas manqué, puisque à peine 2 mois après, il est mort. Et j'en ai plus voulu, en fait, à ma belle-sœur, parce qu'elle m'avait promis, même si elle ne me ramenait pas l'urne, mais de me ramener les cendres. Et elle m'avait même dit, au pire, je mettrai des cendres de cheminée dans l'urne et ma mère pensera que ce sera comme un placebo. Ah ouais, non, mais donc ça veut dire qu'elle t'a dit ça en sachant très bien qu'au final, elle le donnerait à sa mère et que toi, tu lui reverrais jamais cette urne, quoi. Je ne sais pas si sur le moment elle le savait vraiment, mais en tout cas, ça n'a jamais eu lieu, puisque après toutes les fois où j'ai essayé de lui en reparler, elle me disait maintenant qu'il fallait que je voie ça avec sa mère et plus avec elle. Elle s'est totalement délaissée du problème et elle m'a dit que oui, il fallait que je voie ça avec ma belle-mère. Ma belle-mère n'étant pas en état, il était hors de question d'en parler. Et puis la deuxième année, quand je lui en parlais, soit elle changeait de conversation, soit elle me disait qu'elle ne pouvait pas séparer le père et le fils. Donc j'ai compris que je tombais sur un sujet qui resterait bloqué. Et pour moi, c'est comme si j'avais pas été au bout des choses. Ouais, de répartir les cendres, tu veux dire? Oui, parce que oui, c'est comme si enfin, je l'ai accompagné dans toutes les étapes de sa maladie. J'ai été là pour lui. J'ai été là à l'hôpital. Je me suis occupée donc des pompes funèbres. J'ai choisi donc le cercueil, le capitonnage, les chansons. J'ai, j'ai- J'étais là pour toutes les étapes. Et j'ai l'impression que pour celle-ci, c'est comme si j'avais pas mon mot à dire et que j'avais pas pu faire ce qu'il aurait sûrement souhaité qu'on fasse, puisque moi, je ne pense pas qu'il aurait aimé qu'on le garde sur une cheminée chez nous parce que Et tu il pourras n'aurait le pas faire aimé. un jour. Un jour, tu pourras le faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que même si il arrive malheureusement malheur à ma belle-mère, n'ayant plus de contact avec ma belle-sœur ni avec ma belle-famille, ça m'étonnerait qu'on me dise tiens, tu peux la récupérer. Bah, peut-être que ça pourrait valoir le coup de renvoyer un message à ta belle-sœur et lui dire que voilà, t'aimerais un jour pouvoir récupérer cette urne, peut-être en mettant l'argument que c'est ce que lui, il aurait aimé que ses cendres soient dispersées. Enfin, je sais pas, mais je comprends le côté inachevé que t'as et ça me rendrait malade aussi, quoi. C'était ses volontés et même sa mère, ça devrait lui parler, en fait, plutôt que de garder ça chez elle. Et en fait, elle Mais respecte après, pas sa dernière volonté. Lui, sa bah, volonté, il ça aurait été avait que toi, tu pas- l'aies, je pense. Enfin, j'en sais rien, mais... je sais pas non plus. Je veux dire, il a jamais vraiment parlé de la mort. Lui, il n'aimait pas en parler. Lui, il voulait vivre éternellement comme Hibernatus. Et enfin, il avait dit qu'il voulait être incinéré, mais il n'a jamais dit s'il voulait être dispersé ou autre. Et Mm. je pense que, évidemment, chacun dit ah bah il a pas dit ci, ou il a dit Ouais. ci, ou il a dit ça. Donc, comme on n'a pas vraiment de directive, quelque chose de très clair, je pense que ça laisse plus de possibilités aux gens de dire bah finalement non, on va faire ci, on va faire ça. Mais moi, le connaissant, je pense que c'est quelqu'un qui n'aurait pas aimé qu'on garde ses cendres à la maison parce qu'il n'aurait sûrement pas aimé qu'on pleure sur lui. Il détestait qu'on ait de la pitié. Et puis d'un autre côté, je pense qu'il aurait sûrement préféré rester ici en Normandie parce que c'était une région qu'il aimait énormément. Après, j'ai appris aussi que ma belle-sœur avait eu l'idée dans son ancienne maison de faire une sorte de petit sanctuaire pour mettre les urnes de son père et de son frère. Ce que j'ai plutôt mal pris, puisque à l'époque, même si on ne se parlait plus, je me disais que j'avais quand même mon mot à dire et que c'était quand même normal qu'on m'en parle. Donc, au décès de ta belle-mère, ça veut dire, c'est qu'elle prépare déjà le sanctuaire pour plus tard? Non, c'était une idée comme ça, il y a peut-être un an et demi, quelque chose comme ça. Ah, Finalement, ça n'a pas eu lieu.
Et quand j'en ai parlé à ma belle-mère, donc c'était dans les derniers messages, elle m'a dit qu'ils allaient peut-être voir pour mettre les urnes dans un jardin du souvenir, mais dans leur région, dans un endroit que eux auront décidé, Ouais, et que en ce sera... fait, il te considère pas comme sa compagne, quoi. Enfin, je sais pas si ça aurait changé les choses que vous soyez mariés, je pense même pas en réalité, Je mais pense pas. t'es pas considéré en fait. Et c'est ça qui est dur. Oui, bah c'est vrai que justement hier j'ai repris un peu l'écriture et j'en étais au passage où j'étais au téléphone avec quelqu'un de sa mutuelle, un manager, qui m'avait clairement dit au téléphone, mais madame, vous n'êtes rien du tout. Je ne parlerai qu'avec les héritiers, donc ses parents ou sa sœur, et vous n'avez rien à savoir. C'est Donc oui, c'est affreux. très violent. Ouais, c'est affreux. C'est pour ça C'est que violent. bah, s'il y a un message aussi à faire passer dans cette vidéo, c'est que formaliser les choses en cas de problème comme ça, enfin, c'est même pas un problème, mais c'est vrai qu'après, pour être reconnu, mais moi je trouve qu'on est dans une société où on ne devrait pas parler comme ça aux gens parce que la moitié des gens se marient pas maintenant et on peut pas dire à une personne vous n'êtes rien. C'est Même si ça. également, bah, malheureusement, mais ça c'est triste. Enfin, tu me racontais l'histoire de la voiture et tout. En fait, ils se sont. Enfin, moi, tu vois, je me suis mariée il y a 2 ans. J'ai connu mon mari, j'avais 18 ans. Il aurait pu très bien arriver la même chose. Ça faisait 15 ans que j'étais avec, on m'aurait dit tout ça. Enfin, c'est pareil, en fait. C'est une violence énorme de dire ça Mm, à quelqu'un qui est depuis plusieurs années avec la personne, qui vit avec, qui se voit avec. C'est très choquant. Oui, c'est vrai que c'est dur et je veux dire, au début, on me dit que je ferai toujours partie de la famille, que je suis considérée comme la belle-fille, peut-être pas Ouais. éternellement, mais en tout cas indéfiniment. On me dit que même si je rencontre quelqu'un un jour, je pourrais venir chez eux et qu'il n'y a pas de problème. Déjà, j'ai trouvé ça très indélicat puisqu'on n'a pas envie d'entendre ce genre de choses, on Ouais. n'a pas envie de se projeter avec quelqu'un d'autre. Déjà, aujourd'hui, j'ai rencontré personne et je me sens vraiment pas prête de le faire, toujours pas. Et donc, on nous dit, on nous donne plein de bienveillance, de tout va bien se passer, on est là pour toi. Et finalement, finalement non, on se retrouve face à, encore une fois, du vide. Ouais. Et tu penses qu'ils étaient sincères au début? Je l'espère, Ouais, ils devaient l'être en plus, mais après, je l'espère, oui. ils pensent à eux d'abord. Oui, et puis bon, je pense que il y a eu des histoires pour des choses stupides et ridicules. Et puis, au lieu de se dire, il y a de la peine et tout le monde est en peine, et puis bon, on passe à autre chose, on s'excuse, on pardonne et on essaye d'aller un peu de l'avant, eh bien non, on reste bloqué sur les choses et on fait payer les choses au centuple. Donc, mais moi, ce qui m'a vraiment le plus choqué, c'est qu'on m'a demandé de récupérer certains objets, certaines choses, mais pas de souvenirs, pas Ouais. de vêtements, pas de choses personnelles. Ça aussi, je trouve que c'était très T'as rien pu troublant. garder. T'as rien pu garder à lui, sauf peut-être des choses que t'as fait sortir avant, ou enfin, j'imagine, tu vivais avec, donc Eh ben, si, moi, j'ai quand même pu garder donc une partie de ses vêtements, puisque le reste, j'ai pris la décision que, enfin, quand j'ai, quand sa famille est partie et que je me suis retrouvée seule, donc avec tout ce qui restait, j'ai quand même pu tout de même faire ce que je voulais de certaines choses. Et donc oui, j'ai gardé des objets, enfin tout ce qui meuble mon intérieur, c'est tout ce qu'il y avait aussi chez nous. Je dirais que j'ai gardé à 80% tout ce qu'on avait. Et puis son collier, je porte le mien qui m'avait offert avec mes pendentifs et je porte aussi le sien. Enfin, j'ai une petite sacoche avec les bijoux que je lui avais offerts, une mèche de cheveux quand il avait été chez le coiffeur, des petits souvenirs. Et puis j'ai toujours une photo de nous deux sur la table de chevet, des choses comme ça. Il y a ses dessins qu'il avait dessinés quand il avait 14 ans et qu'il avait mis sous cadre pour ma chambre d'étudiante à l'université et qui sont toujours dans ma chambre. Je dirais que c'est vrai que je sais que ça va être très compliqué pour quelqu'un si un jour de venir avec moi parce que pour l'instant il n'y a pas la place pour quelqu'un d'autre. Ouais, et tu penses qu'un jour il y aura la place pour quelqu'un d'autre ou pour l'instant t'es fermé complètement? je sais pas. Je dirais que j'ai pas envie d'être fermée,
mais pour l'instant, je me sens pas prête à m'ouvrir à quelqu'un. Parce que même s'il y a d'autres hommes avec qui j'ai pu parler, et peut-être légèrement flirter, on me dit qu'il faut pas comparer, mais c'est très compliqué. Je pense que quand on se sépare d'avec quelqu'un ou quand on divorce, c'est totalement différent que quand on perd quelqu'un qu'on aimait. Forcément, on a envie de revivre cette relation qui, à mon avis, était parfaite. On était en Puis totale après, osmose. elle reste idéalisée, elle reste C'est ça. parfaite pour toujours. T'as vu dans le livre La délicatesse, comment ça se passe ou, C'est ça. Oui, oui, oui. bah, C'est vrai que pareil, j'ai non, c'est pour beaucoup ça que aimé le ça livre. m'avait fait penser, je te l'avais conseillé parce que bah, il y a une histoire d'amour qui est parfaite au départ, qui est belle, et tu te dis jamais elle va retrouver ça. Effectivement, Mhm. elle retrouve jamais ça, mais elle retrouve Autre chose. quelque chose de différent qui lui apporte aussi, qui lui permet d'avoir un peu de douceur dans sa vie, mais ça se fait pas tout de suite, quoi. Non, et puis comme on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a plusieurs étapes au niveau du deuil. Et donc la deuxième année avec ce tourbillon Ouais. de je veux vivre et je veux plus penser à la mort et tout va très bien, je suis heureuse, je ne pleure pas, je ne pleure jamais. Et puis finalement, j'ai j'ai pleuré une fois, ça m'a fait beaucoup de bien de pleurer et je me suis pas reconnue dans le miroir. Alors j'ai réussi à sortir de tout un tas de choses qui étaient plutôt négatives, mais et donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu changer donc de volumateur parce que au bout de la première année, peut-être même au bout d'un an et demi, j'ai changé de volumateur. Je suis passée à un volumateur blond platine, les cheveux très longs. Bah, c'est vrai Euh, que tu étais en crise, c'est ça, c'était vraiment une sorte de crise crise existentielle. existentielle. Tout à fait. Et on se reconnaît plus. Alors, on dit souvent que les femmes, soit elles se coupent les cheveux, soit elles se teignent. Donc, moi, C'est j'ai une vérité, ça. plus long et beaucoup plus clair. Ça m'a totalement changé. Et quand je suis sortie de ce tourbillon, petit à petit, j'ai voulu aussi me retrouver. Pas complètement, parce que je serai jamais celle que j'étais avant, mais retrouver celle que j'étais Physiquement. et que je suis aujourd'hui. Oui, physiquement et puis même un petit peu psychologiquement. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis revenue vers toi donc, pour le volumateur Angèle, qui d'ailleurs était celui que je préférais il y a quelques années. Et puis ça m'a fait du bien. Et puis j'ai appris dernièrement que j'avais donc mon CDI au collège. Et chose très étonnante, c'est que tout le monde devrait se dire oui, tu devais être contente. Et en fait, pas du tout. Quand je suis rentrée à la maison, bon, j'ai appelé mon père, ma grand-mère, j'ai fait celle qui était faussement enjouée et je me suis effondrée sur le canapé. Ah ouais, t'étais pas contente parce que quand on en avait parlé, c'était pas encore officiel, si. Enfin, tu l'avais pas, c'était pas Pas sûr. encore. Tu pensais que c'était bon, mais t'avais pas encore eu la réponse officielle, il me semble. C'est ça. Et en fait, je me suis effondrée parce que j'étais toute seule et parce que c'était une sorte de projet de vie qu'on avait tous les deux. Parce que lui me disait, bon, mes parents sont partis vivre dans une autre région à plus de 400 kilomètres. Toi, en travaillant au collège, il y aura les vacances scolaires, on pourra aller les voir. Et le fait d'être seule, d'avoir cette chose qui aurait Ouais. dû nous faire plaisir à tous les Ouais. deux, ça m'a totalement bouleversée. Et tu penses pas Il qu'il m'a le fait... voit et qu'il est content là, il t'accompagne avec les signes et que il est avec toi Oui, quand même s'il est content, pour moi, c'est comme si, en fait, je me le prenais de plein fouet une nouvelle même. fois. Le fait, l'absence, le manque, il m'a fallu quand même plusieurs jours, je dirais au moins 48 heures pour m'en remettre, parce que c'était pas facile. Et je pense que les gens ne pouvaient pas forcément comprendre le fait de pourquoi elle est triste, pourquoi elle est malheureuse. Donc, j'évitais de trop en parler. Et ça m'a fait du bien aussi de me dire que pleurer, être dans un bad mood, d'être pas bien, et ben, c'est là que je me suis sentie le plus vivante. Plus que quand j'allais en soirée ou quand je Quand tu buvais un fais peu d'alcool. semblant, ouais. C'est ça. Et ça m'a fait un bien fou aussi d'accepter ça. Je pense que accepter bah, sa peine, sa tristesse, sa colère, ça fait beaucoup, beaucoup de bien et je me suis sentie libérée d'un énorme poids. Bah, surtout que tu en auras peut-être d'autres, des moments comme ça où tu te prends de pleine face une grosse souffrance, des choses que tu aurais voulu faire avec lui, mais ça fait partie du deuil aussi. Et
Peut-être que c'est plus sain de pleurer une bonne fois pour toutes, même si ça doit arriver une fois tous les 6 mois, mais faire face à cette tristesse et puis après réavancer progressivement. C'est ça, c'est vrai que je dirais que la première fois que j'ai vraiment un peu pleuré après enfin, j'étais encore un peu dans le tourbillon, ça devait être pendant les vacances d'avril ou un petit peu après, et c'est quand l'une de mes ex-nièces par alliance m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et là, c'est vrai que j'ai pleuré, donc je lui ai dit, j'ai pas menti. Je lui ai dit que c'était un mélange de joie pour elle, pour eux, parce que je les appréciais beaucoup, mais aussi de peine et de tristesse de me dire que qu'Éric ne connaîtra jamais l'enfant de son neveu et de sa Ouais. conjointe, que qu'on sera pas là et qu'avec malheureusement toutes les histoires qu'il y a eu, que peut-être que je le verrai peut-être jamais. Donc ça m'a fait beaucoup de mal, mais ça m'a fait aussi un peu de bien. Et je pense que c'est aussi à partir de là que j'ai commencé à me dire on va essayer de se calmer, de se poser et de prendre le temps de vivre les choses, mais pas dans un tourbillon. Je pense que parfois, enfin, on s'imagine qu'on est fort quand on réussit à montrer à tout le monde un magnifique sourire et à dire je vais bien, tout va très bien. Mais je pense que la réelle force, c'est d'accepter sa souffrance, ses émotions, même les plus négatives, même les plus refoulées, et d'arriver à aller de l'avant et à être prêt à affronter les choses avec ça à l'intérieur de nous. Et comment tu vois l'avenir maintenant, professionnellement, dans la gestion de ton deuil aussi? Comment tu vois les choses pour les mois à venir? Pour l'instant, c'est très compliqué de projeter. Je dirais que j'essaie de faire des choses pour moi. J'ai commencé le kickboxing il y a à peu près un peu moins d'un an maintenant. Euh, Là, je me suis inscrite à l'école de musique pour apprendre à jouer du saxophone. J'ai envie de faire, oui, des choses pour moi. J'aime toujours autant en lire. Le club de J'ai, lecture, alors, je sais pas. Peut-être que j'aimerais faire, oui, un club de lecture et d'écriture, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être me laisser le temps de bien préparer les choses et de me lancer. Mais pourquoi pas. Et puis j'aimerais surtout, c'est sûrement cet été, réussir à terminer d'écrire donc notre histoire. Je pense que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que bah on n'a pas eu d'enfant et j'aimerais qu'il y ait une trace de nous quelque part, de ce qu'on a vécu, de ce que j'ai vécu aussi, que ce soit notre rencontre, tout ce qu'on a vécu ensemble, les problèmes de santé, les opérations, mais aussi tout ce qui était beaucoup plus positif, tout ce qui était plus beau. Et puis aussi moi après. Je pense que là, justement, je suis en train d'écrire la période qui a suivi son décès. Donc le deuil, les épreuves. Et chose assez étonnante, c'est que le soir où j'ai appris que j'avais mon CDI, je savais exactement comment je devais terminer mon histoire, même si je l'avais pas encore totalement fini. Et j'ai pas pu m'endormir tant que j'ai pas écrit et que j'ai pas couché sur le papier ce que j'avais en tête. Donc j'ai déjà écrit le dernier chapitre. Et là, il me reste peut-être les trois quatre chapitres juste avant à écrire. Donc j'aimerais vraiment le finir et ça me tient vraiment à cœur. Après le reste, t'aimerais le faire eh bien, publier? oui, pourquoi pas. Je dis que, après tout, je me dis que ça peut peut-être aider d'autres personnes aussi. Pas forcément des personnes qui ont perdu quelqu'un, mais aussi des personnes qui ont été en couple avec quelqu'un de plus âgé qu'elles, parce qu'on avait une énorme différence d'âge. Et puis, je pense que c'est aussi une jolie histoire. Donc, bien sûr que ça me ferait plaisir. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, des anciens élèves ou des amis, qui sont impatients de lire ce que j'ai écrit et de lire mon histoire. Bah, j'ai vu ton Instagram, d'ailleurs, je le noterai si tu as envie. Là, je le mettrai au montage. Tu écris de très jolis textes, de très jolies poésies. Je suis allée un peu lire tout ça et je pense qu'effectivement, ça pourrait plaire. Enfin, après, je sais pas, tu l'as écrit sous forme autobiographique ou un roman. Enfin, c'est vraiment votre histoire que tu as avec tes émotions, que tu as un petit peu détaillées. C'est sûr que des gens pourraient Ouais. s'y retrouver. Je pense que quand on vit un deuil comme ça, on a peut-être aussi besoin de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. Et puis tu vois, moi, ça m'a Mhm. hyper touchée enfin, quand tu me l'as raconté. Là, c'est la deuxième fois que je l'entends, donc ça me touche aussi, mais c'est pas la découverte. Mais c'est vrai que quand tu m'as raconté tout ça, c'est une histoire Ouais. hyper touchante et c'est bizarre de dire ça, mais oui, c'est une belle histoire parce que c'est la manière dont tu la racontes en fait. Comment tu Ouais. vis ça, comment tu...
Ouais, c'est tellement touchant, on s'imagine tous dans cette situation et je te vois là, tu es toute rayonnante, souriante et je me doute bien qu'en dessous, bah, ça a dû être très compliqué, ça doit encore être très compliqué et t'en parles avec beaucoup de poésie, de... Voilà, je pense que ça pourra intéresser les gens. Donc le but, c'est éventuellement de le faire publier un jour, c'est ça? Oui, ce serait vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Après, bon, je fais d'autres projets, j'écris d'autres choses à côté, mais c'est vraiment mon plus gros projet actuel. J'en suis à 400 pages pour l'instant. J'ai pas tout à fait fini, mais je sens que je suis sur la fin. Je tiens le bon bout. Et puis, après, mes projets pour la suite, pour l'instant, je sais pas. Je dirais que j'attends que la vie me surprenne. Là, le poste que tu as eu, c'était quoi? CPE, c'est ça? C'est quoi? Non, 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 je suis assistante d'éducation et assistante pédagogique. Assistante pédagogique dans un collège, ça veut dire quoi concrètement? C'est, enfin, Bah, assistante d'éducation, c'est surveillante, donc d'accord, surveiller la cour de récréation, la salle de perm, s'occuper de la vie scolaire. Et assistante pédagogique, ça va plutôt être aider des professeurs sur des projets pédagogiques ou d'accord. faire du soutien scolaire. Ouais, c'est pas Ou... conseiller d'orientation, c'est autre chose. Non, c'est encore autre chose, oui. Ouais, Oui, donc oui. vraiment dans Après, le monde des collégiens, tout ça. Et eux, ils ont su ce qui t'était arrivé, j'imagine aussi, ou oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que je m'en suis jamais vraiment cachée. Après, mes collègues, je leur avais dit que oui, ils pouvaient le dire, parce que mon absence a été assez longue et assez remarquée. J'ai eu du soutien, de la compassion. Il y avait aussi peut-être de la pudeur. On n'osait pas forcément m'en parler, ou parfois il y avait un peu de distance. Même aussi parfois chez certains adultes, je pense qu'on ne sait pas toujours quoi dire non, aux bah gens. ouais, surtout que qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je m'en rappelle quand j'étais au lycée, on avait une prof qui avait perdu dans un accident de voiture son mari et son enfant. Et on voyait qu'elle allait pas bien parce qu'en plus, elle est revenue très vite, mais personne n'osait. Enfin, moi, Mm. en tant que lycéenne, je me serais pas vue aller la voir pour dire quoi. Il n'y a rien à dire face à un deuil Non, pareil. il n'y a rien à dire. Après, c'est vrai que parfois recevoir, j'avais reçu un mail d'une collègue professeure de français, j'avais reçu des messages oui, de collègues ou des professeurs, des agents. Rien qu'un petit message, Ça fait une du petite bien. phrase, ça fait du bien. Alors, sur le moment, comme je le dis, parfois on n'y pense pas trop et puis on répond mécaniquement. Ouais, Et puis après, quand on sort un peu de toute cette torpeur et de toute cette bulle un peu de froideur qu'on a autour de soi, ouais, et on se rend compte que finalement, bah, ça fait du bien et que bah, les gens ont quand même de la compassion, de la bienveillance. Et de nos jours, c'est très important. ouais. C'est pour ça que je pense que partager ton histoire, c'est aussi important pour ça. C'est comment réagir et il vaut mieux envoyer un petit message de compassion quand on pense à le faire que de pas le faire parce qu'on n'ose pas ou apporter du soutien, c'est important, je pense, à des gens qui traversent de telles épreuves, en plus si jeunes, c'est... Oui, c'est vrai que c'était bah, à peu près un mois avant mes 27 ans. Donc, c'est vrai que bon, j'étais jeune, je le suis toujours. Mais ouais, Mais, euh, mais bon, je pense qu'il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises choses à faire. Alors, bien sûr, les choses à éviter, c'est comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui nous dit la vie continue. Bon, c'est pas toujours très. Alors, je comprends ce qu'on a voulu dire par là, même si sur le moment, c'est vraiment pas la chose qu'on a envie d'entendre. Et puis, des gens qui sont un peu plus négatifs, qui vont dire bon, vas-y, c'est bon, t'as fini. T'as pas le monopole de la tristesse et de la peine, ou du deuil, ou des choses comme mais ça. ça, c'était quelqu'un de ta belle famille, non? Il me semble que tu m'avais dit, non? Non, c'était un collègue. Non, parce que à la rigueur, la belle famille, oui, c'est horrible, mais on peut se battre pour qui est le plus malheureux. Ça, quelque part, mais un collègue qui dit ça, Oui, oui, oui. Donc bon, après, on se connaissait pas forcément beaucoup. Il était arrivé pendant que j'étais en ouais, arrêt. ouais, enfin, franchement, mais bon, je pense qu'il y a des gens, on peut rien faire pour eux. Là, c'est un manque de compassion, de... C'est très choquant, enfin, t'as pas le Oui. monopole. Mais bon. Non, et après, j'ai trouvé beaucoup de compassion donc auprès de certains amis, bien sûr. Et puis, chose assez étonnante, c'est le meilleur ami d'enfance de mon conjoint. Je l'ai rencontré. Alors, j'avais beaucoup entendu parler de lui au fur et à mesure des années, mais
Je l'ai rencontré pour la première fois le jour des obsèques d'Eric. Et depuis ce jour, on s'est revus donc une deuxième fois pour les obsèques de mon beau-père. Et c'est le seul qui m'appelle régulièrement pour prendre de mes nouvelles, savoir comment je vais, comment mon père va. C'est vraiment, je dirais, quelqu'un que je ne connaissais pas avant, mais qui est toujours là. Comme quoi, Ouais. parfois, Ouais, on a des bonnes surprises. oui, oui, oui. Puis à la limite, il est plus présent que, oui, certains membres de mon ex-belle famille. Ouais. Et ton père, comment il a réussi à te soutenir? Parce qu'il a aussi perdu son meilleur ami dans l'histoire. Vous avez Euh, réussi à vous soutenir tous les deux? oui, bien sûr, mais après, mon père est quelqu'un de très sensible, qui, je pense, bon, il a eu besoin, lui, de cacher, de calmant. Il a fait aussi, je dirais, plusieurs crises où il n'était pas très bien. J'ai dû l'hospitaliser. Et puis dernièrement, donc ça devait être au mois de février-mars, il a fait une dépression. Donc le problème qu'il y a, c'est que même si je montre à tout le monde que je suis forte et que je fais la forte, il fallait aussi que je montre à mon père que j'allais très bien, parce que sinon lui aussi allait s'inquiéter encore plus. Oui, puis là, t'es pas en position de soutenir quelqu'un à bout de bras. Enfin, déjà, tu dois te reconstruire toi. C'est pas ton rôle, malheureusement, de. Enfin, c'est déjà assez compliqué dans une situation comme ça, je pense, de se remettre sur pied. Et c'est pas à toi de. Là, c'est à chacun d'essayer de faire face aussi. Après, bon, mon père est quelqu'un de très sensible, même si c'est un homme. Et puis, je dirais que j'ai toujours été là pour lui aussi, parce que bon, on a vécu aussi d'autres épreuves. Quand ma mère est partie, on s'est retrouvés tous les deux, donc forcément on est très proches, très fusionnels. Et donc bon, évidemment, je suis là pour lui, pour le soutenir, et bon, il va un peu mieux, mais je sens qu'il a toujours cette fragilité, cette chose qui fait que quand on en parle, ou quand il y a un truc qui nous rappelle Eric, ou l'autre jour, il y avait le film avec Patrick Bruel et Fabrice Luchini. C'était quoi? Le meilleur reste à venir. Mm. Sur deux amis et dont l'un est malade. Et forcément, mon père a vu le film et après, il m'a appelé, il était en pleurs. Ah ouais, mais ouais, faut peut-être pas qu'il regarde des trucs comme ça en ce moment, c'est. Oui, mais bon, je dis ça, mais d'un autre côté, moi, je lis beaucoup de livres qui Ah parlent ouais, c'est justement ça, de... moi je t'avais conseillé. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de lui conseiller un livre sur le deuil? Déjà que moi, m'avait mis en larmes. Je me rappelle dans le Oui, métro, le livre La délicatesse, ça m'avait trop trop touchée. Et quand tu m'as raconté ton histoire, ça m'a instantanément fait penser à ça parce que il y avait des similitudes, je trouvais, dans l'idéalisation, enfin l'histoire au début qui est voilà, super belle, quoi. C'est ta grande histoire d'amour et puis après, il faut se reconstruire derrière c'est tout ça. ça. Il y avait aussi le livre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps de Coralie Jeanne, Mhm. qui parle aussi donc d'une femme très jeune qui se retrouve veuve. Et c'est vrai que j'ai été attirée par ce livre. Je l'ai lu, je l'ai dévoré et j'ai même envoyé un message à l'autrice avec qui on a communiqué et qui m'a dit qu'elle était impatiente de lire ce que j'écrivais. Ah ouais. Ouais, Il y a aussi, je sais pas du coup si tu l'as lu, Changer l'eau des fleurs. eh bien, tu me l'avais conseillé, je l'ai acheté, il est sur ma table de chevet, il faut que je le commence. J'ai une pile comme ça de livres à lire. Pareil, sur le deuil. Et il y en a un autre, c'est pas vraiment sur le. Enfin, c'est sur le deuil, mais c'est pas une personne qui meurt vraiment, mais c'est un deuil aussi. C'est. Comment ça s'appelle? Là où vivent les gens heureux. Mon Dieu, Oui, mais qu'est-ce que j'ai pleuré. Et peut-être que ça fait du bien aussi, des fois, de pleurer sur une autre oui, situation. tout à fait. Puis on se rend Et c'est compte qu'on vrai n'est que pas tout seul. c'est aussi sur le deuil, mais pas sur le deuil vraiment suite à une mort. Mais Mhm. quand même un deuil d'une personne et ce qu'elle a pu être, et c'est hyper, hyper touchant. C'est vraiment une belle histoire, bien écrite. Moi, j'ai lu ça en deux, trois soirées. Mais bon, après, je me fais trop pleurer. Je me dis, vas-y, arrête de lire ça. Après, en film, j'ai adoré, c'était le film PS I Love You. Ah, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Qui- Ouais. Ouais, je l'ai vraiment adoré et ça m'a rendu triste, mais je l'ai trouvé magnifique. Après, il y a le Euh, film aussi avec sur le deuil aussi, avec Emilia Clarke ou Emily Clarke sur le gars qui est handicapé, qui veut se faire euthanasier en Suisse. oui, 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 je l'ai vu aussi. J'ai vu un peu, enfin, il y a Je quelques l'ai vu années.
Ouais. Mais je crois que c'était Avant toi. Oui, Avant Oui, toi. ouais, c'est ça. Mais très joli film aussi. Après, dans les films que j'adore, c'est Ghost. Ah oui, oui, ah bah oui. Il est magnifique. Donc forcément, quand il passe, je le regarde forcément et je pleure à chaque fois. Euh, Là, dernièrement, j'ai vu un film qui parlait aussi d'une jeune femme qui se retrouve veuve. Euh, C'était lequel? Et Ma vie sans toi. ça t'aide de lire ça? Ça te fait du bien Eh de lire ça? bien, oui, ce qui est assez étrange, c'est comme je dis, je me sens plus vivante quand je Ouais, pleure, quand je suis triste ouais, et ça me fait du bien. ça te fait vider tes émotions. Oui, puis, comment dire, je trouve qu'il n'y a rien de plus naturel que de pleurer en fait. Ouais. Ouais, parce que bon, Et- boire un verre et puis être un peu euphorique et rigoler, c'est sympa, mais c'est pas. Enfin, je trouve que c'est pas l'émotion la plus naturelle et la plus ouais. véritable qui soit. Puis c'est normal, oui, d'être triste, de pleurer. Et puis parfois, je pense que j'ai envie de trouver le film ou le livre qui réussira à autant m'émouvoir que de trouver ça beau, magnifique et ouais, Ouais, où tu as les deux en même temps, en fait. Et t'as pas c'est trouvé ça. ça dans la délicatesse? Eh bien, j'ai trouvé quelque chose qui s'en rapprochait beaucoup. Il y a des moments où c'était drôle, enfin drôle, où ça fait sourire, ou puis il y a des moments aussi où, oui, j'avais les larmes aux yeux. T'as D'ailleurs, vu je l'ai le lu. film? Du coup, tu l'as Oui, vu? je Ouais. l'ai vu le soir même. Après le livre ou avant, du coup? Après. Mais moi, je le trouve génial. Enfin, parce que c'est vrai que François Damiens, je crois que ça se dit comme ça, il est parfait dans le rôle parce que c'est vraiment le gars. On se dit, c'est pas possible, quoi. Et en fait, il y a un truc de beau dans le rôle, enfin, où il a, bah ouais, cette sensibilité-là d'attendre, de prendre le temps. Enfin, vraiment, moi, ce livre, il m'a hyper touchée. J'en ai lu plein de l'auteur après, David Fuenquinos. Euh, Oui. mais même si je les ai aimés, les autres, j'ai jamais retrouvé ça. Ouais. Bah, c'est vrai que je l'ai lu en une journée. J'étais en surveillance de brevet, donc c'était le lundi. Et pendant que je lisais mon livre, il y a des moments où j'avais les larmes qui m'arrivaient au niveau des yeux. Euh, Ah ben moi Parfois, j'ai je pleuré dans le souriais. métro, mais je me suis affichée, genre j'étais en larmes. Parce qu'en plus moi je savais pas que ça parlait de deuil au départ. Oui. Ça se voit pas sur la tranche derrière. Non, non, non. Euh, Il y a un livre aussi qui est super beau, mais qui est pas sur le deuil, mais je te le conseille si tu as envie d'être touché et tout, c'est Une vie entre deux océans. D'accord. Très très beau livre. Voilà, je te parle des Mm. livres qui m'ont le plus touché dans ma vie. La délicatesse, c'était vraiment voilà. Mm. Mais oui, oui, je pense qu'on a de magnifiques livres, de magnifiques films, et puis des chansons aussi. Je sais qu'il y a des chansons qui me touchent énormément, qui arrivent à me faire pleurer, et pas que du Francis Cabrel. Et sur le deuil, ouais, il doit y en avoir plein des chansons là, j'en ai pas en tête, mais Moi, je pense à, je sais pas moi, What Now My Love, qui a été chanté par Sinatra, Elvis Presley, ou tout simplement par Beko. français, il doit y en avoir aussi, mais là, je les ai pas en tête. Euh, oui, il y en a forcément. Après, bon, bah, je pense à, oui, Francis Cabrel, Dormir debout. Ça parle d'un homme qui est décédé. Ah ouais? Oui. Mais non, après, il y a des chansons, même sans forcément parler de deuil, qui parlent tout simplement d'amour, Ouais. qui sont tout simplement magnifiques et qui me font un bien fou aussi. Parce que Mm. je pense que l'amour est plus fort que la mort. Mm. Et c'est ce qui reste, Et ouais, c'est la preuve, tu vois, tu arrives à en parler avec le sourire, tu as envie de parler de lui, bien sûr. tu s'en souvenir avec tes poèmes, avec ton futur livre, et je pense qu'il serait fier de ce que tu fais de cette histoire. En tout cas, j'essaye de rendre ça beau et puis, oui, de garder quelque chose de vivant. Mm. Mais oui, parce que bon, c'est important de garder les gens vivants. Et tant qu'ils sont dans notre tête et tant qu'on y pense, ils le sont toujours. Oui, et puis c'est ce que je me dis aussi, même par rapport à l'urne, même si ça reste toujours difficile et délicat, je me dis, même s'il avait été dispersé, admettons, pas très loin de chez moi ou quoi que ce soit, est-ce que j'irais forcément? Peut-être pas. C'est vrai que mon arrière-grand-mère est décédée, j'étais très proche d'elle et je ne suis allée sur sa tombe qu'une seule fois, c'était il n'y a pas très longtemps. Et je me dis que le plus important, c'est pas forcément d'aller dans les À ta cimetières ou dans les lieux de recueillement, mais c'est d'y penser, quotidien, ouais.
voilà, au quotidien, qu'il soit là dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos pensées, et c'est hyper important. Mm. Bah, je pense aussi, ouais. Moi, c'est ce que je me dis avec mon grand-père. Même si j'étais pas non plus hyper proche de mon grand-père, il est mort il y a quelques années, c'est mon grand-père, mais moi, des fois, j'y pense et je me dis, il serait content de savoir que je pense à lui. Je parle de lui à ma fille, qui l'a connu, mais elle se souvient plus, elle a 7 ans, donc elle l'a connu jusqu'à l'âge de 3 ans. Et je fais exister son histoire en lui racontant des choses sur lui, en la faisant rire avec tout ce qu'il faisait. Et même avec ma mère, on en parle souvent. C'est, Ouais. je pense que ça, c'est faire exister les gens après qui disparaissent, c'est important. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que même moi, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au niveau des rêves, la première année qui a suivi son décès, parfois j'avais l'impression qu'il venait me voir dans mes rêves, mais il était toujours comme quand il était malade, donc très maigre et il ne parlait pas. Et le soir de mon anniversaire, donc de mes 28 ans, ouais, c'est ça, l'année qui a suivi, j'ai rêvé de lui, mais c'était tellement réel que je me suis réveillée en pleurs. Et cette fois, il pleurait, il était en forme, il était bien. Et ça m'a fait énormément de bien, mais en même temps beaucoup de mal. Mais je pense que oui, parfois, ils sont toujours là dans nos rêves, dans nos pensées, dans Et nos tu le cœurs. vois maintenant, quand tu le vois en rêve, tu le vois en forme. Oui, maintenant, je le vois bien. Mais c'est drôle parce que ça suit ta reconstruction, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai l'impression que le fait que lui aille mieux, ça faisait que moi j'allais mieux, et peut-être que le fait que moi j'allais mieux, lui il allait mieux. C'est comme s'il y avait toujours une connexion, un lien entre nous, qui, comme je dis, oui, l'amour est plus fort que la mort, et on s'aime toujours malgré le fait qu'on peut ni se voir, ni se toucher, ni se parler, mais Ouais. je sais qu'il reste quelque chose de lui quelque part. Il va peut-être nous envoyer. Il va Un t'envoyer dans la signe, journée un signe si suite à cette vidéo. Est-ce c'est qu'il y a, possible. il y a quelque chose d'autre que tu avais envie de partager à propos de ton histoire? Je pense que j'ai déjà fait pas mal de tours, mais Ouais, bon, c'est ça. ouais, En tout cas, moi, comme je t'ai dit, si tu veux, je peux partager ton Instagram public, si tu veux après parler d'une éventuelle publication. Et puis si un jour tu publies ton roman, n'hésite pas à me le dire. Et moi, il y a je pas de souci. n'hésiterai pas à en parler pour toutes les femmes qui auront aimé cette vidéo. Et puis pour celles-là qui ont été touchées par ton histoire, soit qui ont traversé des choses similaires ou quoi, mais qu'elles n'hésitent pas à commenter, à interagir. Je pense que ça nous fera plaisir à toutes les deux de voir Oui, tout à fait. cette jolie histoire très touchante. Moi, ça m'a fait plaisir quand on a parlé ce soir-là parce que ça a été une très très belle discussion. Et surtout, ça m'a fait me rendre compte que ce que je te disais, c'est que moi, j'ai des femmes qui viennent me voir après l'achat d'un volumateur ou même avant et qui m'envoient des photos. Et je suis là, ah, trop jolie, parce que je les trouve trop jolies. Et en fait, on se rend pas compte des fois la profondeur de l'histoire qu'il y a derrière un pseudo et une photo. Et même parfois derrière l'histoire de, parce que tu avais commencé comme ça à me dire, je me retrouve moi-même avec le volumateur. Et Oui, moi, je me disais, bah, pourquoi elle me dit ça? Du coup, je dis, oh, tu te retrouves toi-même et tout, et de fil en aiguille. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que, enfin, même si je le savais, mais que derrière l'achat parfois d'un volumateur, il y a aussi autre chose. Il y a, mhm, c'est lié à des histoires, en fait, globalement, de reconstruction, d'estime de soi, plus ou moins graves, touchantes et tout. Et des fois, enfin, je me suis dit, mais heureusement que j'ai pris le temps ce soir-là. Enfin, je prends toujours le temps, mais parfois, au final, la discussion, elle s'arrête 5 minutes après. Il oui, suffit que, enfin, je dis, ah ouais, trop joli, et puis il suffit que ça s'arrête là. Et en fait, un soir, tu creuses un peu, tu discutes et tu te rends compte que derrière cette simple photo où tu voyais juste une jeune femme souriante, bah, il y a toute une histoire hyper touchante derrière. Et je trouve que c'est important aussi, même pour moi, de me rendre compte de ça. Parce que, enfin, c'est pas que je m'en rends pas compte, mais disons que là, je m'en rends encore plus compte, quoi. En fait, c'est concret. oui, bah, c'est important de garder un lien avec l'être humain. Oui, c'est ça. Parce que sinon, c'est que des photos et des pseudos. Et oui, ça fait plaisir sur le coup, ah, trop joli, mais c'est pas que ça. Mhm. C'est pas derrière, il peut.
moi, parfois, j'ai des femmes qui ont eu des cancers, et pareil, je ne sais pas, elles vont me le dire au bout d'un moment. Oui, bah en fait, moi, je m'achète un volumateur parce qu'il y a 3 ans, j'ai vaincu le cancer du sein et que voilà, et quand elles commencent à raconter leur histoire, au final, c'est toujours très intéressant. Il y a toujours quelque chose de touchant chez les gens et ton histoire particulièrement. Mais écoute, merci beaucoup et puis bah, merci d'avoir été touchée par mon histoire et de m'avoir permis de m'exprimer et de raconter aussi. Et ça me fait, ça me touche beaucoup. Voilà, et j'espère que ça t'aura fait du bien aussi. Et j'espère que on aura des retours en commentaire. Et si jamais c'est pas trop le cas, parce que tu verras sur mes autres vidéos YouTube que parfois j'ai pas énormément de réactions, parce que les gens prennent pas forcément le temps tout de suite d'écrire un commentaire. Mais en fait, les vidéos, elles existent aussi dans le temps. Oui. C'est-à-dire que là, les gens qui vont regarder, il va peut-être y avoir, je sais pas, 200, 500 personnes qui vont regarder ou 1000 dans les premières semaines. C'est pas forcément des gens qui- elles ont l'habitude de regarder des vidéos sur l'alopécie, peut-être qu'elles vont regarder un peu, puis voilà, enfin, elles vont passer à autre chose. Mais en fait, après, au bout d'un moment, avec YouTube, bah, les gens qui vont faire une recherche, par exemple sur le deuil, je pense que ça va apparaître en titre et tout, vont tomber sur l'histoire, et là, on va toucher des gens. Des Mhm. fois, je vais faire un parallèle qui a vraiment rien à voir, mais moi j'avais fait une vidéo parce que j'avais été victime d'une grosse escroquerie il y a quelques années. Et quand je l'ai publiée, bon, j'ai eu quand même pas mal de réactions parce que grosse escroquerie et tout. Mais la vidéo, pendant quelques semaines, quelques mois, elle n'a pas été vraiment. Enfin voilà, mais en fait, fur et à mesure, elle peut aussi trouver quelque part son public de gens qui sont aussi touchés par ce genre de choses. Donc, si au début, il n'y a pas énormément de commentaires, ça ne veut pas dire déjà d'une part que les gens ne sont pas touchés, parce que moi, combien de fois je fais des vidéos et en fait, les gens viennent me voir en privé. Donc, c'est pour ça, j'hésiterai pas aussi à mettre ton Instagram si des gens sont touchés par ta vidéo. Je ne sais pas si tu as envie, tu me diras, mais Oui, il n'y a pas de souci. voilà, qu'ils n'hésitent pas à venir t'en parler ou à m'en parler. Mais aussi, il faut se dire que dans le temps, ça va peut-être toucher encore plus des gens qui ont un vécu similaire, et peut-être que ça te permettra aussi de faire des rencontres de personnes qui ont vécu des choses un peu. Oui, bah, c'est vrai que moi, je crois que c'était dans les premiers mois qu'on suivit donc le décès de mon conjoint. Il y avait une publication sur Facebook d'une bague par rapport à quelqu'un qui est au ciel et tout. Et j'ai mis un commentaire très, très brut, on va dire, où je parlais de ce que j'avais vécu. Et il y a une femme qui m'a contactée sur Messenger et qui m'a dit qu'elle avait été touchée par mon message, qu'elle avait perdu elle aussi son mari et on a échangé et aujourd'hui, on se parle toujours. On a gardé ce lien et ça a C'est créé ça. une belle relation. C'est que parfois, c'est pour ça que moi, parfois, quand il m'arrive un truc important, bah, comme je t'ai dit, bon, c'est pas similaire, mais l'escroquerie, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, parce que ça a été un gros choc dans ma vie. J'étais une victime d'une grosse escroquerie à la voiture et j'ai perdu vraiment à ce moment-là beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, Faire cette vidéo, je l'ai fait que 1 an ou 2 après, mais ça a été thérapeutique pour moi. C'est pour ça que moi, je t'ai Mm. proposé ça, parce que je sais que parler, et des fois devant une audience, ça peut être thérapeutique. Même si ton histoire, tu l'as peut-être déjà racontée à plein de gens, quelque part, l'exposer comme ça devant des gens. Et surtout, bah en fait, après, j'ai des gens qui sont venus me voir en privé. J'ai eu des commentaires où on m'a dit, bah moi, je suis passée par là, moi, il m'est arrivé ça. Et alors moi, ça n'a pas forcément noué des relations, mais ça aurait pu, parce que dans l'histoire de ma chaîne YouTube, il y a plein de relations que j'ai nouées comme ça. Et en fait, bah parfois, ouais, ça apporte des choses qu'on voit pas forcément tout de suite dans les premiers moments, en fait. Oui. Puis après, comme je dis, le plus important, c'est de le faire pour soi aussi. Et Ouais. après, je ne le fais pas non plus pour avoir des commentaires ou quoi que ce soit. Mais bien sûr, c'est un plus. Mais l'important, Non, mais c'est de... je te le dis parce que je sais que des fois, moi, je poste des vidéos, j'ai pas beaucoup de commentaires. Et moi, j'ai l'habitude, parce que ça fait 4 ans que j'ai eu. Et je sais que les réseaux, ça fonctionne comme ça. C'est très difficile d'avoir beaucoup de réactions. Mais je sais que parfois, si on poste un truc qui nous touche, si tu vois 3 commentaires, il faut vraiment pas que tu te dises ça n'a pas touché les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés et qui vont pas te le dire. Et Oui, moi, j'ai des gens, des fois, qui sont touchés par des vidéos, qui viennent me voir au bout d'un an, ouais, j'avais vu cette vidéo, tes vidéos, elles m'ont fait pleurer, ou des trucs, et les gens n'ont pas le réflexe.
de mettre un commentaire et c'est pas pour autant que voilà, c'est pour ça que je mettrai aussi ton Instagram et pour que voilà, s'ils ont envie, qu'ils n'hésitent pas à te contacter, à regarder ce que tu fais et voilà, si un jour tu même si tu le fais en auto-édition, hein, n'hésite pas Oui, à me sympa. l'écrire et j'en parlerai sur Instagram et je repartagerai la vidéo à ce moment-là. Bah, merci beaucoup, c'est gentil. Et puis, je dirais que la chose la plus importante, c'est oser. Donc, je me suis dit, il fallait oser le faire. Et puis, ne pas hésiter à oser faire des choses que parfois on a peur de faire en se disant, oula, je vais peut-être prendre un risque. Et en fait, si on n'ose pas le faire, après, c'est là qu'on a le plus de regrets. Oui, puis ça peut que apporter aux autres. Tu vois, une histoire comme ça, les gens qui n'ont pas perdu d'être proches, bah, ils vont se dire, bon, bah, la personne, elle est là en bonne santé, j'en profite. C'est important Mm, d'avoir conscience que la vie, ça peut aussi être fragile et que ça peut s'arrêter d'un coup. Et puis ceux qui ont vécu ça, bah, ils se disent, bah, t'imagines la fille qui est en plein deuil là et elle voit ta vidéo, c'est porteur d'espoir quand même. Parce que tu te reconstruis progressivement. Même si c'est dur, on mm, voit une mm. jeune femme qui a le sourire, qui travaille, qui avance, même si c'est dur. Oui, j'essaye. En tout cas, Ouais. je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Je Bah, te, merci à toi. je te préviendrai quand, dès qu'elle est en ligne, je la mettrai en ligne dans les prochaines semaines, le temps que je rassemble les morceaux. Pas de souci. Et je te Bah, souhaite une ouais. très bonne journée. Merci à N'hésite toi pas aussi. si tu as envie de me parler à n'importe quel moment, n'hésite pas à me faire signe. Ça Oui, va. bah, t'as vu hier quand j'ai eu le commentaire de David, Mais c'est incroyable, hein? C'est incroyable parce que il est hyper connu, lui. C'est Oui, bah, c'est vrai que je un me peu suis un dit, Marc Lévy, quoi, tu vois. Si... c'est ça. Il est très, très connu. Il a fait une quinzaine de romans, je pense, même peut-être Mm, plus. C'est vraiment un auteur à succès, mais d'ailleurs, je pense, depuis La Délicatesse, je pense que c'est ce roman-là qui l'a lancé. je pense. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, on va oser. Et c'est vrai que bah, comme avec Coralie Jeanne dont je parlais tout à l'heure, je me suis dit, bon, je vais lui envoyer un message parce que pour moi, c'est important. Le livre m'a touchée, il m'a parlé. Et quand j'ai vu qu'il m'avait répondu, merci pour ce message touchant, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, encore une fois, on n'est pas qu'une photo ou un compte Instagram. Il y a quelqu'un Ouais. derrière et il y a de l'émotion. Et même de réussir à envoyer un message à un auteur célèbre et que la personne nous réponde, et bah, ça fait du bien. On se sent encore une fois exister. C'est ça, et puis en plus, bah lui, des messages, il doit en recevoir énormément, forcément, parce que des gens qui ont été touchés par la délicatesse et tout, il y a dû y en avoir des milliers, surtout après le film et tout. Et bah, je pense que ça lui fait plaisir aussi, lui, de voir, même s'il ne va pas prendre le temps de te faire un truc des 40 lignes parce que bah, il en reçoit 15 par jour, ça lui fait forcément quelque chose. Comme moi, quand on me dit, ah, j'ai vu cette vidéo il y a 2 ans, elle m'a hyper touchée, bah, ça me fait plaisir. Je dis, bah, merci, c'est gentil. Je vais pas forcément aller beaucoup plus loin parce que voilà, mais c'est important parce que bah, voilà, lui, il écrit des livres et il voit que ça touche. En plus, toi, t'as eu une histoire où on peut trouver des similitudes, donc c'est pas rien, quoi. Ouais. De dire que ce roman-là, il t'a touché et que même moi, j'avais peur à te le conseiller parce que je m'étais dit, ça se trouve, moi, je l'ai lu en n'ayant jamais traversé un deuil, donc ça se trouve, ça m'a touché, mais en fait, peut-être que c'est complètement à côté de la Non, je trouve que réalité, tu vois. c'est très juste, et même la manière dont ça a été écrit, justement, ça, le titre est très, très juste aussi, parce que c'est très délicat. Ouais, C'est pas brusque, ça vient pas nous agresser. ouais. Et, et même toute la période, on va dire, de deuil, tout ce qui se passe, le cimetière, tout ça, ça reste quelque chose de très délicat. Ouais. Et ça nous Pas enveloppe une lourd. couverture. C'est pas du pathos, quoi. Et moi, tu vois, il y avait un truc qui m'a... Parce que je l'ai lu il y a 15 ans, ce livre, donc je me rappelle plus très bien. Mais il y avait un truc qui m'a marqué sur comment il décrit le deuil, que j'avais trouvé hyper beau, c'est cette histoire du livre qu'elle arrête de lire. Et il y a le marque-page au milieu, et elle dit, je peux pas le continuer, ou il me semble, Oui, parce que il y a la partie où j'étais heureuse avant, et la partie... ouais, Et je me suis dit, mais ça, c'est tellement des réflexions que tu dois te faire, mais comment il a pu imaginer ça? Parce que ça doit être tellement des détails. En fait, ce que j'ai trouvé beau dans ce livre, c'est à quel point il raccroche le deuil à des petits détails, mais qui sont les détails du quotidien qui font que ta vie, sur le coup, ça devient un enfer, en fait. Et j'avais trouvé ça, mais bah, très, très bien écrit. et c'est vrai que le détail avec le livre, où elle a mis son marque-page et elle dit tout ce qui était avant, j'étais heureuse et j'étais avec lui, et tout ce qu'il y a après, je pourrais pas le relire parce qu'il est pas là.
j'ai l'impression d'avoir vécu la même chose en fait. Il y a des choses, bah, il y a un livre que j'étais en train de lire à l'époque où il était malade, que j'ai jamais fini aussi. Et il y Ouais, a des choses que dans la vie du quotidien qu'on ne veut plus faire ou ouais, qu'on n'a plus le goût à le faire ou on le fait mais c'est différent parce qu'il est plus là. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai écrit un petit passage, je crois que c'était il y a quelques jours, où je dis, je sais pas, par exemple, j'ai écrit quoi? Aller aux champignons me manque, aller à Deauville me manque, regarder le film Million Dollar Baby me manque. Et c'est des choses que je peux refaire, mais ouais. ça n'a plus le même goût, la même saveur. Ouais, c'est vraiment. Je pense qu'il faut être passé par là pour comprendre. Et je ne sais pas si l'auteur est passé par là, mais en tout cas, par ce livre, il arrive à nous faire toucher un peu du doigt tout ça. Mm, En tout cas, ouais. je te remercie beaucoup pour ce Merci à toi. témoignage et je te souhaite beaucoup de courage, de joie, de réussite, de plein de bonnes choses parce que je pense que tu as déjà eu ton lot de difficultés et je pense que ça peut forcément caler dans le positif maintenant, même si bah, tu auras toujours ça avec toi. Ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. À bientôt. À bientôt.